Les 3 femmes que nous recevons cet après-midi se sont battues pour devenir mères, avec pour ultime recours le don d'ovocytes. J'ai une réserve ovarienne quasiment nulle. C'est comme si j'avais des ovaires d'une femme de 45 ans. Pour être enceinte, Ludivine a tout tenté. Une insémination et 2 FIV, avec malheureusement toujours le même résultat à la clé. On m'annonce que mon corps ne réagit pas. Et là, je m'effondre, quoi. Et mon mari, je lui dis, mais casse-toi, va trouver quelqu'un d'autre, une autre femme qui sera fertile et qui pourra te donner cet enfant. Au plus bas moralement, Ludivine fait alors une rencontre décisive qui lui redonne espoir. Je vais voir un professeur réputé sur Paris. Il me dit, de toute façon, vous allez tomber enceinte, vous allez l'avoir, ce bébé. Je sors en pleurant, mais heureuse. Grâce à un don d'ovocytes, Emmanuelle porte enfin la vie en elle. Une victoire en demi-teinte pour cette quadra en proie au doute. D'un seul coup, je me trouve trop vieille. Le pauvre, avoir une vieille maman, enfin... J'ai été presque à 2 doigts de faire une interruption de grossesse. En septembre 2015, Audrey s'apprêtait à partir à l'étranger pour enfin avoir recours au don d'ovocytes lorsque la nature lui a fait une étonnante surprise. Le jour en fait où je devais commencer mon traitement, je me sentais pas très bien. J'ai demandé à mon conjoint d'aller me chercher un test de grossesse. Les 2 barres sont apparues et j'étais enceinte. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Emmanuelle, Ludivine et Audrey ont mené un long et difficile combat pour devenir mères. Elles ont toutes les 3 bénéficié de ce qu'on appelle un don d'ovocytes, une technique qui, chaque année, permet à plusieurs centaines de femmes de donner la vie. Mais cette pratique implique souvent des années d'attente interminables, mais aussi une forme de deuil, car il faut forcément renoncer à partager le même patrimoine génétique que son enfant. C'est un sujet passionnant qui sera commenté par Sylvain Tassi, gynécologue obstétricien. Peut-être que ce serait intéressant que vous nous disiez ce que c'est précisément que le don d'ovocytes. Alors, le don d'ovocytes, c'est le fait d'avoir recours à la gamète d'une autre femme pour pouvoir tomber enceinte. C'est-à-dire qu'on va utiliser un procédé médical et aller prélever un ovocyte, un ovule d'une femme pour le faire féconder et le réintroduire chez la patiente qui désire être enceinte. Donc, génétiquement parlant, il ne s'agit pas de l'enfant de cette femme-là, et on va passer par une procédure médicale, en s'arrêtant uniquement à la génétique, bien sûr. Ludivine, un parcours particulièrement difficile pour tomber enceinte. Je crois que vous avez galéré pendant 5 ans. Ouais. À quel point ça a été difficile pour vous et votre conjoint? C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de ne pas lui faire donner ce rêve qu'il avait de vouloir devenir papa. J'ai eu cette impression que j'allais lui bousiller sa vie, quoi, entre guillemets, parce que j'étais pas capable de lui donner cet enfant, quoi, et c'était dur. On le culpabilise beaucoup à ce moment-là. Au point de lui faire une proposition? Quand on nous dit que la seule solution, c'est un don d'ovocytes, j'ai le souvenir de lui avoir dit, mais casse-toi, je suis incapable, quoi. Je serai jamais la maman de ton enfant, donc sauve-toi, va faire ta vie ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a dit, c'est avec toi ou pas du tout. Et donc ça, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, parce que qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Eh bien, je suis enceinte de 3 mois aujourd'hui. Et je vois que les larmes ne sont pas très loin dans ses yeux. Donc on a l'impression que c'est encore de l'ordre du rêve. Ouais. Est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, je me dis que oui, il faut y croire. Et à la différence de mon mari qui, lui, est encore sur la retenue, me dit tout souvent, tant que ce bébé n'est pas dans nos bras, C'est un homme. voilà, je m'enflamme pas, comme il me dit. Moi, si, ça y est, j'ai enfin cet enfant, je porte enfin cet enfant, donc oui, si. Emmanuelle, j'imagine que ce sont des propos qui résonnent en vous. Vous aussi, pour vous, ça a été compliqué de tomber enceinte. Vous ne vouliez pas entendre parler du don d'ovocytes qu'on vous a proposé à un moment donné de votre parcours. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, nous, notre démarche, c'était pas d'avoir un enfant pour avoir un enfant. C'était avoir un mix de lui et de moi. Donc là, don d'ovocytes, c'était lui, mais moi, dans l'histoire, je ne voyais pas où était ma place. Donc c'est pour ça qu'on a laissé, on a laissé ou on a perdu un an, le temps de la réflexion. Donc la question de la ressemblance et du patrimoine génétique était quelque chose d'important pour vous. Et pourtant, il y a eu un déclic qui a provoqué cette décision.
fait, mon mari a eu un infarctus à l'âge de 47 ans. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que mon patrimoine génétique, quelque part, ça comptait pas tant que ça et que c'était surtout un... Enfin voilà, je me suis dit, demain, il disparaît, qu'est-ce qui me reste? Ses costumes, ses chaussures, super. Et en fait, c'était un bout de lui que je voulais, quoi. Et alors, ce bout de lui, vous l'avez eu, c'est un petit garçon? Petit garçon de 11 mois. Et la nature a été super sympa parce qu'en fait, il ressemble à son papa comme 2 gouttes d'eau. Audrey, cette question de la ressemblance et du patrimoine génétique a compté aussi beaucoup dans la décision que vous avez prise. Et pourtant, vous avez eu, vous aussi, un petit garçon. Un petit garçon, oui. Grâce à un don d'ovocytes. Qu'est-ce que vous avez l'impression de lui avoir transmis à cet enfant? En effet, je ne lui ai pas transmis mes gènes, mais je lui ai quand même transmis des cellules. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur d'une femme enceinte, in utero. C'est-à-dire que inconsciemment, il a, du fait de mon environnement, de la manière dont je me suis alimentée, savoir si j'étais stressée ou non, ce genre de choses, ont fait que mon bébé a pu développer son propre comportement, ses propres sentiments. Et donc, je pense lui avoir justement apporté tout ça et mon histoire, en tout cas, à travers mon ventre. C'est ça. Voilà. Donc, ça s'appelle l'épigénétique. On en parlera Voilà, et on oui, demandera à tout à fait. Sylvain ce qu'il en pense. Mais vous pensez que le fait de porter un enfant pendant 9 mois fait qu'on lui Influence transmet énormément. plein de choses. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc, on verra si c'est une notion scientifique avérée. Alors, on va revenir sur vos parcours à toutes les trois. On va commencer par celui de Ludivine. Pas une grande envie d'avoir des enfants au départ, Ludivine. Non, j'ai été très longtemps à me dire de toute façon, j'aurais pas d'enfant. Pourquoi? Parce que je ne sentais pas une fibre maternelle grandir en moi, que jusqu'à 30 ans, c'était les copines, la fête, voilà. Et puis que le peu d'entourage que j'avais autour de moi, j'avais cette impression que dès qu'une amie avait un enfant, c'était un changement complet, qu'elle ne me parlait plus que de couches, de biberons, de tout ça. Enfin, et puis non, j'étais pas attirée par les enfants, plus que ça au départ. Et puis vous rencontrez Cyril sur votre lieu de travail, je crois. Un coup de foudre. Il a 6 ans de moins que moi. Ça a été un problème, ça, pour vous, qu'il soit plus jeune? Au départ, oui. Au départ, oui, parce que je me disais 6 ans, quand même, c'est énorme. Enfin, je me disais ça à cette époque-là, quoi. Donc il était célibataire, pas d'enfant? Au départ, on avait chacun quelqu'un de notre côté. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte qu'on se plaisait. On a quitté nos conjoints respectifs. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis ensemble, quoi. Et du coup, lui, très vite, parce qu'il m'avait entendu plusieurs fois en parler auprès de mes collègues de travail, que je disais non, j'aurais pas d'enfant. Quand on s'est mis ensemble, qu'on s'est vraiment installés ensemble, c'est là qu'il m'a fait comprendre que pour lui, c'était pas concevable d'avoir une vie sans enfant. Puis moi, de mon côté, je me rendais compte de sa maturité. Malgré les 6 ans de moins que moi, je sentais mature, je sentais prêt, investi. Je voyais en lui le père potentiel que j'avais jamais trouvé. Ah oui, donc vous avez commencé quand même à y réfléchir. J'y ai réfléchi. Et puis il a été intelligent, parce qu'il ne vous l'a pas imposé. Il a laissé venir les choses, il a laissé monter l'envie. Voilà. Dans les débuts, je me disais, si j'ai pas l'instinct maternel, il a le double pour l'avoir. Enfin, il en a 2 à la place de moi, quoi. Donc, à quel âge vous avez pris la décision de vous lancer dans cette aventure? On s'est mis ensemble, on s'est installés ensemble en 2010, donc j'avais un peu plus de 30 ans. Enfin, j'avais 30 ans. Et en 2012, donc fin 2012, à la fin de mes 32 ans, j'arrête ma contraception. Et puis là, on se dit, bon, allez, on y va, on se lance. Et puis les mois passent. Et puis les mois passent. Les 6 premiers mois. Voilà, et puis là, qu'est-ce que vous vous dites? Ça fonctionne pas. Et j'ai la chance d'avoir quand même une gynéco qui me dit je vais t'envoyer dans un centre de PMA parce que on va pas attendre non plus trop de temps. Souvent, on conseille 1 an, voire plus. Mais bon, elle me dit bon, allez, va. Comme ça, si tu as des examens à passer, tout ça, au moins tu vas savoir. Donc j'arrive dans Donc elle avait peut-être quelques... Je pense. Quelques doutes oui, sur je votre pense qu'elle avait fertilité. quelques... Voilà. Et puis au départ, je fais différents examens, une hystérosalpingographie qui... Truc barbare. Qui permet de... Alors une hystérosalpingographie, c'est le fait d'injecter un produit de contraste dans le col de l'utérus pour aller voir si toute la partie de la tuyauterie féminine, entre guillemets, fonctionne. Si les trompes ne sont pas bouchées. Voilà, voir si l'utérus est intact, peut accueillir un bébé, et voir si les trompes ne sont pas bouchées, et si aussi à l'intérieur du ventre, ça se passe normalement. C'est un examen qui est assez désagréable. C'est très douloureux. Horrible. Je suis désolée. Non, c'est très douloureux. Et on me dit que non, j'ai pas de problème, j'ai pas de trompe bouchée.
On fait pareil, spermogramme, spermoculture auprès de mon mari. On se rend compte qu'il n'y a pas de souci non plus. Et donc, on me dit, bon, on va essayer une insémination. Donc, ça veut dire qu'on vous fait un traitement hormonal Voilà. pour préparer le terrain. Voilà. Dit, hein. Donc là, ça signifie quoi? Des piqûres? Alors, moi, j'ai commencé, c'était au spray nasal. J'ai eu quelque chose, c'était un spray nasal qu'on me mettait à 9h. Il fallait que je sois à 9h du matin, 9h du soir. Alors, c'était un coup dans la narine droite, un coup dans la narine gauche. Mais Ce sont des hormones qu'on inhale? Et ce sont de toute façon des hormones qui vont par quelques voies d'administration, soit comprimées, soit spray nasal, soit injection, arriver dans le sang pour stimuler les ovaires et pour produire des ovocytes, pour activer voilà. l'ovulation. Avec des effets secondaires? Oui. C'est-à-dire que, à la base, je suis pas quelqu'un qui fait une taille 36. Hein. Donc, et je me retrouve à prendre, je crois que c'est 5 kilos en 15 jours. Je gonfle. Donc, je me dis, c'est pas terrible, quoi. On n'aime pas trop ça, de voir son corps changer. On se dit, c'est pour la bonne cause, donc c'est allez, tant pis, c'est pas grave, on les perdra plus tard, une fois qu'on aura accouché, enfin voilà. Et donc, on me fait cette fameuse insémination. Donc là, plutôt en confiance. Oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Il n'y a pas de raison. Et comment ça se passe? Je suis toute seule chez moi. En fait, je lui apprends par le biais de la pharmacienne qui m'appelle, qui m'annonce que non, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on va voir qu'il y a un long partenariat qui s'établit entre vous et la pharmacienne. Oui, toute l'équipe de la pharmacie. Voilà, il va y avoir ils vont avoir l'habitude. une complicité qui s'installe entre vous. Et donc là, c'est une immense déception. Ah ouais, tellement persuadée, tellement... Il n'y avait pas de raison. On m'avait dit que tout était bon au niveau... mon corps en lui-même, au départ, sans aller plus loin, on me disait que c'était bon. Donc, je m'effondre. C'est affreux, quoi. Et puis, je me dis, comment je vais lui annoncer? Tout de suite, je pense à Cyril et je me dis, mais comment je vais lui annoncer, quoi? Et il rentre le soir et il me voit... de toute façon, il comprend tout de suite, quoi, parce que j'ai les yeux dans un état, tellement que j'ai pleuré toute la journée. Et là, il comprend tout de suite. Et il me dit, mais c'est rien. On ne peut pas toujours réussir, c'est qu'un premier essai, t'inquiète pas. Et là, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors de là, on me dit, non, on va essayer une FIV. Donc, en fait, on avait analysé votre problème? Au départ, on a voulu faire simplement au niveau de l'insémination. Ils ont voulu faire un test parce que je crois qu'en France, il y a une histoire, c'est 6 inséminations, 4 FIV, on a le droit, c'est ça, normalement. Alors voilà, le schéma classiquement pris en charge par la Sécurité sociale, en tout cas, c'est 4 fécondations in vitro complètes, 4 prélèvements et 4 fécondations in vitro. Le principe, ça va être d'essayer de démarrer avec des prises en charge médicales le plus light possible et de monter crescendo si ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, on décide de me faire une FIV. Donc là, nouveau protocole. Plus lourd? Plus lourd. Précédent. Ouais, plus donc lourd. Là, des piqûres? Des piqûres. Des piqûres pour, au départ, bloquer, en fait, les ovulations, on va dire. Puis ensuite, des piqûres pour booster les ovulations. Et là, pareil, du poids à nouveau. Je recommence à prendre du poids. Et là, par contre, changement d'humeur, quoi. Maussade. Le pauvre, il prend... mon mari, il prend cher, comme on dit. Et donc, pareil, à nouveau... donc, on se retrouve tous les 3 jours, des prises de sang, des échographies, voilà. Donc là, c'est un peu un tue-l'amour, quand même. Ah ouais, déjà, même pour le couple, parce qu'on n'est pas censé, même pour l'homme, il doit préparer aussi son sperme. Donc, on ne peut pas avoir des rapports comme on le souhaite. Tout est programmé. Et puis, comme je dis, la pudeur, on l'oublie. Hein, quand on est tous les 3 jours... Les 4 pattes en l'air. Les 4 pattes en l'air, voilà, quoi, c'est ça. Hein. On est, comme on dit, on a le vagin plus visité qu'un appartement témoin. Hein, c'est ça. Non, mais moi, je vois ça comme ça. Hein, c'est entendu cette expression. C'est vraiment le cas de le dire. Non, mais je me dis ça. C'est pas une expression typiquement médicale. Il y a quelque chose qui est souvent évoqué par les patientes, c'est le fait de transformer la sexualité en reproduction. C'est qu'elles disent, je suis plus une femme avec mon mari et on a une sexualité qui est vraiment problématique actuellement, puisque ma sexualité devient une reproduction, et ça, c'est très, très embêtant à l'échelle d'un couple. Ça fait des épreuves très difficiles à vivre. Ah oui. Et beaucoup de couples, justement, se séparent à cause de tout ce parcours, quand même. Et qu'est-ce qu'on vous dit une semaine avant la date? Une semaine avant la date de la ponction, on m'annonce que mon corps ne réagit pas. Ne réagit pas aux hormones. Voilà, c'est-à-dire que normalement, on est censé avoir plusieurs ovocytes viables qui doivent faire une certaine taille. Normalement, la taille minimum, c'est 17, je crois, pour avoir une ponction. Voilà. Et j'en ai qu'un seul qui gonfle à 15.
Donc ils me disent non, c'est pas la peine. Ils font même une comparaison qui est difficile à entendre pour vous. Ils vous disent que vous avez un corps de femme. On me dit qu'en fait, je réagis un peu comme une préménopausée, en fait. J'ai le souvenir d'une sage-femme qui me dit ça entre deux portes de salle d'examen. Donc, sur le coup, je réagis, quoi. Je me dis préménopause, ménopause, pour moi, c'est ma maman. Enfin, j'ai le temps. Qu'on me donne le temps d'avoir un enfant et ensuite, on parlera de la ménopause, quoi. Donc, un coup très, très dur, là encore. Là, à nouveau, une deuxième fois, quoi. Je m'effondre, quoi. Je tombe de l'immeuble une deuxième fois, c'est le cas de le dire. C'est... Parce que j'y ai cru à nouveau, quoi. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 34 ans. 34 ans. Et là, on vous propose de refaire une FIV. On me propose, on appelle ça une ICSI. C'est quelque chose qui est un peu plus poussé. Voilà. C'est ce qui m'explique, c'est plus poussé. Sans rentrer dans des détails techniques compliqués, on va stimuler un peu plus et sélectionner un peu plus. Et je me retrouve avec des doses de 450 ml que j'ai tous les jours. Et là, je me rends compte, parce que je suis quelqu'un à la base qui est pas du tout... J'ai jamais cherché, quand on me parlait de tout ça, j'allais pas sur Internet pour chercher. Je me disais, chacun son domaine, chacun son métier. Si lui, le docteur fait, c'est qu'il sait. Enfin, voilà. Puis je voulais pas m'inquiéter en amont quand même de tout ça. Et là, je me rends compte, de par les différents examens que je passe, que non, à nouveau, quoi, c'est pas terrible. À nouveau, j'ai pas d'ovocytes suffisamment viables, quoi. Et j'ai le souvenir de dire à la sage-femme, mais dites-le-moi avant, quoi. Vous, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi avant. Je dis, j'ai pas envie d'être ramassée à la petite cuillère une troisième fois, quoi. Et je la vois qui... Elle me le dit pas clairement. Et 2 jours plus tard, en fait, je reçois un coup de téléphone et on me dit, à nouveau, non, vous ne serez pas ponctionnée. Donc, comment vous réagissez, là? Là, je le vis, je ne vais pas dire mieux, mais je me suis préparée. Mais vous vous êtes surtout préparée à dire à votre mari? J'avais commencé à lui en parler quand je faisais les différentes échos, j'allais le voir. Enfin, quand je rentrais le soir, je lui disais, bon, je te le dis, c'est pas terrible à nouveau, voilà, quoi. Donc, on s'y était préparés tous les deux. Et là, le docteur nous fait rentrer dans le cabinet, après cet arrêt voilà, et il me dit, vous n'avez plus qu'une solution, c'est le don d'ovocytes, quoi. Le docteur sort, je me rappelle, sort du cabinet, en fait, et là, je m'effondre, quoi, et je lui dis, mais casse-toi. Casse-toi, je te donnerai jamais d'enfant, casse-toi, quoi. Je dis, je sais que tu y tiens vraiment à le fait de devenir papa, j'en suis pas capable. Je lui dis, mais sauve-toi, va trouver quelqu'un d'autre, une autre femme qui sera fertile et qui pourra te donner cet enfant. Et lui, il me répond, mais non, c'est toi, c'est nous deux, ou c'est pas du tout. Sylvain, c'est le genre de situation auquel vous devez être confronté assez souvent, hélas. Déjà, c'est une réflexion sublime qu'il utilise, c'est avec toi ou avec personne. C'est pas, il rétablit la notion de couple dans cette histoire vraiment très très médicale. Vous êtes dans la situation d'une insuffisance ovarienne où on n'arrive pas à compenser le vieillissement précoce des ovaires par la médecine. Donc, on va essayer de doper les ovaires pour obtenir des ovulations que Dame Nature ne nous donne pas. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Et là, c'est une situation d'échec. Donc, on a tenté plusieurs degrés de stimulation et les 3, visiblement, sont en échec. Donc, globalement, celui qui sait vous dit j'y arrive pas. Alors, on le dirait tout à l'heure, il y a quand même une part psychologie qui intervient et une manière d'annoncer les choses et de dire les choses. On va voir quand même dans votre parcours que ça a un petit peu compté quand même. Oui, c'est surtout qu'il me parle de don d'ovocytes. Et ça, c'était dans le centre de PMA où j'étais suivie. Et au moment où il s'absente, ce que je découvre après, c'est qu'il s'absente pour aller récupérer différents documents avec des adresses de cliniques à l'étranger. Et il nous pose, grosso modo, les feuilles sur le bureau. Je me rappelle, et il me dit, nous, on peut pas. Enfin, il me fait comprendre qu'en plus, vu mon âge, 34, bientôt 35, il serait bon de me tourner vers l'étranger. Donc, il me dit, prenez en photo les différentes adresses. Et puis voilà, renseignez-vous auprès de ces différentes cliniques. Et là, j'ai cette impression de... c'est le vide, quoi. D'abandon. Ouais. Je ne peux plus rien faire pour vous. Suivant. Vous allez nous raconter après comment ça s'est passé et quelle rencontre vous a permis d'aller plus loin dans ce genre de démarche. Emmanuel, vous n'aviez pas trop envie d'enfant, hein. Vous meniez une vie de vieille fille célibataire qui vous convenait plutôt pas mal. En fait, disons que moi, j'avais atteint mes 40 ans.
Je n'avais pas rencontré d'homme qui me donne envie plus que ça de faire une vie à deux. Donc, en fait, j'avais acheté ma petite maison dans un joli coin de la région parisienne. J'avais mes amis à proximité, un boulot qui me plaisait. Et je me suis dit, bon, voilà, ma chérie, ta vie, ce sera comme ça. Et en fait, l'envie d'enfant ne se faisait pas se ressentir. Et puis, vous avez rencontré Arnaud Voilà. sur un site internet. Exact. À quel âge? 40. Et lui? 43. Bon. Et donc, pareil, quoi. Et donc, Arnaud vous donne l'envie de vivre avec lui? Il me donne l'envie, il me force un peu à vivre avec lui. Disons qu'il a débarqué très rapidement. En fait, ça a été le coup de foudre. Et c'est vrai que très rapidement, il est venu habiter à la maison. Et puis très rapidement, lors d'une dispute, un soir, il m'a demandé en mariage. Ah bah ça, c'est pas banal de se demander en Non, mariage mon ami, après une dispute. Mon mari est un grand romantique. Et puis, moi, je prenais pas la pilule parce que je trouvais que c'était quelque chose de chimique, pas bon pour l'organisme. Et puis, je me disais, si j'ai un bébé avec lui, pourquoi pas, ça me plairait bien. Bon, donc Et au début, voilà, on laisse faire la verra bien. nature. On laisse faire Et la puis nature. les mois passent et là, vous finissez quand même à tenir à cette idée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moins ça marchait, plus j'en avais envie, curieusement. Au bout d'un an, voyant qu'il n'y avait rien, je suis quand même allée consulter, juste pour savoir. Enfin, avant d'aller consulter, vous avez été un petit peu obsédée sexuelle quand même. Hein. Déjà, petit c'est une peu, bonne quand même, chose vous d'être l'avez obsédée coincé. sexuelle avec son mari. Mais Non, c'est vrai que je vais remarquer qu'au moment de mon ovulation, parce que je suis réglée comme une pendule, donc je savais à peu près quand est-ce que ça tombait, je reconnaissais mon corps. Et c'est vrai que ces soirs-là, je le collais un peu au mur, je dois avouer. Quoi. Parce que c'est là où je me suis dit, ma grande, et puis surtout à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais une tristesse qui... Enfin, au début, c'était inconscient, ça venait petit à petit, je me disais, oh tiens, j'ai mes règles, alors qu'avant, c'était, oh bon, ok. Et c'est là où je me suis dit, ma chérie, arrête de te mentir, tu veux vraiment un bébé, quoi. donc là, vous avez consulté au bout d'un an. Voilà. Et qu'est-ce que vous découvrez? En fait, depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours eu des fibromes. Et donc, j'ai déjà été opérée 2 fois à cause de ces fibromes. Et là, on me dit, donc après hystérosalpingographie, ma meilleure amie, que j'ai de nouveau des fibromes, mais dont 2 qui sont chacun à l'extrémité de l'utérus, devant les trompes, et donc qui bouchent les trompes. Donc, soit je fais opération, mais alors moi, par contre, ce que j'avais, c'est que j'avais pas ton âge, j'avais déjà 40 ans, donc en fait, j'avais le temps qui jouait contre nous. Donc, en fait, je n'avais qu'une solution, c'était la FIV. Et donc, d'abord, on est allé voir un spécialiste réputé de la PMA, dont je ne citerai pas le nom, qui m'a dit, texto, pareil, avec sa belle blouse blanche, derrière son bureau, que de toute façon, avec un utérus comme le mien, déjà opéré par 2 fois, j'avais très peu de chances que l'embryon nidifie. Après, j'avais de fortes chances qu'il y ait fausse couche, parce que vu un utérus pareil, pourri comme ça, il y avait peu de chances qu'il veuille rester là-dedans. Et qu'après, donc, pendant toute la grossesse, étant donné qu'en fait, en début de grossesse, les fibromes se gavent des hormones de la grossesse, ils grossissent, et qu'après, la grossesse prend le dessus, et donc les fibromes nécrosent. Et cela dans des douleurs abominables. Et que le seul médicament qui puisse soulager est un anti-inflammatoire, qui est formellement interdit pendant la grossesse. Donc en fait, il m'a dit, donc voilà, donc si ça nidifie, si vous ne faites pas de fausse couche, vous allez souffrir. Et puis en plus, après, les fibromes risquent de faire des malformations à votre bébé. Et puis après, si vous résistez à tout ça, vous avez d'énormes chances de partir en hémorragie au moment de l'accouchement et donc d'en on mourir. ne peut pas dire qu'il vous ait franchement encouragé. Voilà. Là, c'est la première fois où j'ai pleuré, vraiment, parce que c'est là où je me suis rendu compte que le désir d'enfant, en fait, il était là. Et oui, je me suis effondrée. Et puis, vous rencontrez un médecin un petit peu plus optimiste. Disons qu'en fait, justement, je savais que j'avais ces fibromes, j'avais fait une croix sur bébé. Et en fait, je suis allée voir le chirurgien qui m'avait opéré précédemment de mes fibromes. Et je venais le voir pour lui dire, est-ce qu'il faut que je me refasse encore opérer? Est-ce que je vais en refaire d'autres après? Enfin, tout ça. Et comme tous les examens étaient marqués de l'entête de la clinique de PMA, il n'a pas trop compris ma demande. Et en fait, lui, il m'a dit, mais attendez, avant de me prononcer pour une fécondation in vitro, il faut faire des examens complémentaires. Et là, je me suis dit, mais il n'a pas compris pourquoi je suis là. Moi, je viens pour me faire opérer, voire retirer l'utérus. Et lui,
me parle FIV. Donc, en fait, j'ai fait celle, hop là, j'ai rien dit. J'ai dit, OK, papy, vas-y, on repart. Et donc là, il m'a fait un autre examen. Et c'est là où, comme on disait tout à l'heure, les médecins sont très importants. C'est-à-dire que là, j'ai été prise en charge dans un hôpital où ils ont pris en compte, je dirais que j'étais un humain et pas qu'un utérus. C'est-à-dire que lors des examens... Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on met une petite couverture par-dessus les jambes, on n'est pas exposé au tout vent. C'est incroyable. Moi, à chaque fois, je suis ébahie par ces histoires en me disant mais comment c'est possible encore aujourd'hui, en 2017, d'avoir l'impression d'être traité comme un utérus, c'est pas comme un être humain. C'est dingue quand même. Ouais. C'est assez compliqué. Alors déjà, on peut dire que le grand spécialiste n'a pas été, il n'a pas poussé à la consommation. Non. C'est une vision très négative, mais il a quand même... Je veux me faire un peu l'avocat du diable, mais il a quand même le mérite d'avoir dit attention, on part dans un terrain compliqué avec un utérus qui visiblement n'est pas en très bon état, opéré par 2 fois, des fibromes, etc. Il a le mérite d'être honnête. Ça n'a pas que des qualités. Sur une seule consultation, c'est terrible. Sur l'annonce, c'est sans doute le problème de l'hyperspécialisation et de ces gens qui vont être extrêmement demandés dans un domaine. C'est qu'ils ont des tonnes de nouvelles demandes chaque jour, qu'ils ont malheureusement assez peu de temps à octroyer à ces nouvelles demandes parce qu'ils ne peuvent pas vous revoir 3, 4, 5 fois parce que derrière, il y a beaucoup d'autres patients qui demandent et des délais d'attente relativement longs. Et donc, du coup, ils sont sans doute amenés à le faire de manière beaucoup trop brutale sur une gentiment consultation. votre confrère, mais... Je le revendique. Non, c'est très compliqué à annoncer. Maintenant, ça n'aurait pas été forcément mieux si vous avez dit écoutez, super, on part sur une FIV, ça va marcher, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Il a été sans doute un peu trop brutal dans l'annonce. J'aurais pas eu mon mari à côté de moi, je passais sous une voiture, honnêtement. Donc 1 an après, quand même, vous faites une FIV. Et qu'est-ce que ça donne alors? Et ben 2 magnifiques embryons. Et lors de l'implantation, j'ai les félicitations du laborantin qui me dit écoutez, sur toute la session, vous nous avez fait les 2 plus beaux embryons. Donc je suis super fière. Et il me les implante et ça tient pas. Ça marche pas. Donc là, vous vous retrouvez devant cet échec extrêmement douloureux. À quel âge alors? 43 ans et 1 semaine. Donc, la FIV et là, pour on moi. vous parle de quelque chose dont vous n'aviez jamais entendu parler jusque-là. Voilà, c'est-à-dire que comme toi, m'ont dit écoutez, nous on peut plus vous prendre en charge parce qu'on est un hôpital public et que la sécurité sociale accepte les fécondations in vitro remboursées jusqu'à 43 ans. Moi, j'avais 43 ans et 3 jours. Et elle m'a dit c'est dommage parce que vous avez quand même bien réagi au traitement, mais bon voilà, nous on ne peut plus rien faire. À votre âge, vu la qualité des ovocytes, parce qu'en fait, il faut savoir que nos ovocytes, on est avec notre stock. Et donc, si on a 40 ans, nos ovocytes, ils ont 40 ans. Donc, ils ne sont plus de la première fraîcheur. Et elle me dit, c'est vrai qu'avec des ovocytes jeunes, vous avez, il y a moins de risques de fausse couche, moins de risques de malformation, ça s'accroche plus facilement. Et sauf que moi, j'ai pas eu à le prendre en photo. Moi, elle m'a carrément donné une feuille avec la liste des cliniques à l'étranger. Comment vous réagissez à ça? Moi, c'est non. C'est non, parce que vous dites quoi? comme je disais au début, en fait, moi, c'était un bout de moi et un bout de mon mari que je voulais, pas le bout d'une autre femme. Donc, on va voir que les événements de la vie vous ont amené, malgré tout, à prendre cette décision. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'histoire d'Audrey. Vous, quand vous rencontrez votre conjoint, vous avez déjà un problème médical qui fait que très vite, vous arrêtez de prendre un contraceptif. Racontez-nous. C'est ça, oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert en 2010 que je souffrais d'endométriose. J'ai été opérée en fait d'une appendicite et il s'est avéré que durant l'opération, le chirurgien s'est rendu compte que j'avais des adhérences d'endométriose au niveau des ovaires. Juste un mot de Sylvain sur l'endométriose pour que vous nous rappeliez ce que c'est. Alors, c'est le développement ectopique, c'est-à-dire le développement à l'extérieur de l'utérus, de la muqueuse de l'utérus. Elle va aller coloniser des tissus pour lesquels elle n'est pas dédiée au départ. Elle va donc générer, en résumant un petit peu la situation, 2 problèmes. D'une part, des douleurs qui peuvent être prédominantes au moment des règles, mais ce n'est pas forcément le cas. Elles peuvent être aussi des douleurs chroniques, des douleurs durant les ovulations, etc., des douleurs durant les rapports.
et elles vont pouvoir générer une infertilité, c'est-à-dire des problèmes pour tomber enceinte, une difficulté à tomber enceinte. Donc, vous prévenez votre conjoint en lui disant « moi j'arrête et vous le mettez un petit peu devant le fait accompli Oui, de très cet arrêt de rapidement en contraception. fait. Donc c'est vrai qu'au début, il est un petit peu réticent. On se connaît pas depuis bien longtemps. Vous avez quel âge, vous, à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 30 ans et la maladie a été diagnostiquée à 28. Et lui a le même âge que vous? Il est un petit peu plus jeune que moi aussi. Ouais, il a 4 ans de moins que moi. Voilà, ouais. Donc, au bout d'un an, vous commencez à vous inquiéter? Voilà, au bout d'un an, je commence à m'inquiéter. Je décide d'aller voir un spécialiste qui décide de me faire passer, entre autres, un bilan hormonal, un bilan de stérilité. Et là, le coup près tombe. Donc, en plus d'avoir une endométriose, j'ai une réserve ovarienne quasiment nulle. C'est-à-dire que je suis en pré-ménopause. C'est comme si j'avais des ovaires d'une femme de 45 ans, alors qu'à l'époque, j'en ai 31. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors là, on me propose dans un premier temps une insémination artificielle qui s'avère un échec total. C'est vrai que la stimulation ovarienne n'a pas du tout fonctionné. Le spécialiste me dit de retenter une insémination. Et là, je me dis, non, franchement, autant je sens que ça va pas marcher. Pourquoi pas tenter directement une FIV. Et entre-temps, je l'ai passé par un autre gynécologue qui m'avait dit, écoutez, là, je vous conseille un autre spécialiste dans une autre ville. Allez le voir, il est vraiment très bien. J'ai passé toute une batterie d'examens. J'ai été réopérée de mon endométriose. Et de là, on a tenté une FIV. J'ai pris des doses de cheval, les plus élevées. On va dire qu'en moyenne, dites-moi si je me trompe, mais une femme sans problème obtient entre 8 et 12 ovocytes, c'est ça? Sur des bonnes stimulations optimales. Sur des bonnes stimulations, voilà. Et moi, il s'est avéré que je n'avais qu'un seul petit ovocyte, donc malgré de fortes doses. Du coup, FIV annulée. Donc, encore une fois, très dur à vivre. Et là, qu'est-ce qu'on vous propose? Et là, deux solutions. Soit l'adoption, ou soit la FIV avec don d'ovocytes. Comment vous réagissez? Je m'en doutais. Je sens que, de toute façon, j'allais passer par là. Je m'étais déjà renseignée sur le don d'ovocytes, donc ce n'est pas une surprise, mais c'est toujours dur de l'entendre de la part d'un médecin. Très rapidement, on décide de passer par le don d'ovocytes. Donc là, vous allez de découverte en découverte, parce qu'on n'est pas informé, évidemment, quand on n'a pas été confronté au problème. Donc vous essayez le don d'ovocytes en France, et qu'est-ce que vous découvrez? Alors j'ai voulu, en effet, mon dossier était totalement éligible au don d'ovocytes en France. Le problème, c'est en effet les délais d'attente qui sont extrêmement longs. Pour moi, en tout cas, du côté de chez moi en Savoie, il fallait compter en moyenne 5 ans d'attente. C'est ça, 3 à 5 ans. 5 ans. 3 à 5 ans si on n'a pas de donneuse en plus. C'était du coup en 2014. Donc récent. C'est assez récent, oui, tout à fait. Pourquoi ce délai d'attente si long? Parce qu'il n'y a pas de donneuse. L'inégalité pour l'instant entre le nombre de donneuses. À l'heure actuelle, on est à peu près à 2000 dossiers en attente, 500 donneuses chaque année. Donc une inégalité absolument flagrante. Qu'est-ce qu'il faut pour donner? Ça consiste en quoi, donner des ovocytes, se déclarer donneuse? En fait, c'est un don qui est anonyme, volontaire, qui n'est pas rémunéré, qui est défrayé. C'est-à-dire que les patientes on va prendre en charge leurs frais inhérents à ce don. Et techniquement, ça représente quoi? Elles font la même chose que ce qui a été décrit jusqu'à présent. C'est-à-dire on va leur donner des médicaments qui vont stimuler l'ovulation et elles vont aller, quand ça fonctionne, dans une espèce de petite salle d'opération où on va les ponctionner en éco-guidage dans le pelvis, sur les ovaires. Oui, donc c'est pas rien quand même comme c'est démarche. pas une prise de sang. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent une accélération de la procédure en France lorsque le délai est de Quand 5 on a une donneuse, on appelle ça une marraine. C'est-à-dire que si jamais dans notre entourage, quelqu'un est d'accord pour devenir en fait donneuse, ça nous fait remonter, on va dire, notre dossier est remonté dans la file d'attente. Alors, pour devenir donneuse, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle deviendra votre donneuse. Non, voilà. Et c'est strictement le interdit. don. Voilà. Et le don est anonyme. Le don est anonyme. Alors, déjà, il faut noter que les temps d'attente sont très différents selon les régions, selon les endroits. On n'a pas le même nombre de donneuses, pas le même nombre de receveuses. Et actuellement, ça va, selon les centres, je me suis renseigné récemment auprès de gens qui sont très spécialisés là-dedans, de 6 mois à 3-4 ans. Actuellement,
c'est... paraît peu. Alors, il y a un centre qui revendique un temps d'attente de 6 mois. Je ne le nommerai pas, mais... Et lorsqu'on a une donneuse, donc une marraine, on gagne combien de places? Comment ça se passe? En fait, c'est le principe du don collectif. On va venir avec une donneuse qui va donner pour la collectivité. Donc, tout le monde remonte d'une place. D'accord. Alors, donc, vous avez décidé de vous tourner vers l'étranger, puisque là, ça va plus vite. Les délais d'attente, c'est 3-4 mois. Alors, vers quel pays vous vous tournez? Alors, j'avais le choix. C'est vrai qu'il y a l'Espagne, la Belgique, il y a la Grèce. Ouais. Et j'ai choisi la République tchèque. Pourquoi? Comment vous avez fait votre choix? Alors, de plusieurs manières. Déjà, j'ai des origines un peu de l'Est, enfin, si on peut dire ça, Allemagne, Autriche. Donc, c'était important pour moi d'avoir un pays limitrophe. Voilà. Et puis également, en termes de coût, c'est moins cher, par exemple, que l'Espagne. Et je trouvais que la prise en charge était plutôt intéressante. Parce qu'entre guillemets, c'est un peu du all-inclusive. On paye un prix et sur place, voilà, on a le transport, on a l'hôtel à l'intérieur de la clinique, on est en demi-pension, voilà, on ne pense à rien, juste à faire son bébé. Et j'ai trouvé cette pratique assez intéressante. Donc, je devais partir là-bas, oui, en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à peu près un mois avant de partir en République tchèque, nous devons commencer donc notre prise d'hormones. En parallèle, la donneuse également commence également son traitement, sa stimulation, au même moment que moi, pour être coordonnée, que nos cycles soient bien coordonnés. Et le jour en fait où je devais commencer mon traitement, je me sentais pas très bien, j'avais pas encore eu mes règles et j'ai demandé à mon conjoint d'aller me chercher un test de grossesse. Et il s'est avéré que les 2 barres sont apparues et j'étais enceinte, voilà, de manière tout à fait naturelle. Alors, juste question à Sylvain là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un facteur psychologique? C'est-à-dire que rassurée par l'idée qu'elle part Absolument bénéficier d'un don d'ovocytes, absolument certain que la psyché joue un rôle énorme. Elle joue un rôle dans les cycles de la femme. On sait très bien qu'une femme qui va subir un stress très important peut déclencher soit plusieurs cycles d'affilée, soit ne plus avoir de cycle pendant plusieurs mois. Il y a un rôle sur l'ovulation, il y a un rôle sur la capacité d'implantation, etc. etc. Le grand classique, j'y ai été confronté quelques fois. C'est l'adoption, l'histoire d'adoption. C'est la patiente qui arrive avec son dossier d'adoption et le test de grossesse en même temps, en disant voilà, j'ai fait le deuil d'une grossesse, je remplis mon dossier d'adoption et à ce moment-là, je me mets à tomber enceinte. Mais alors que j'étais je suis en préménopause, j'ai quand même une réserve ovarienne quasi nulle. Quasi nulle. Donc là, vous tombez enceinte, donc du coup, vous êtes obligé d'annuler la procédure. Obligé, oui, d'annuler tout ça, en train d'envoyer un mail en urgence. Voilà, il fallait que la donneuse ne prenne absolument pas ses médicaments, qu'elle commence son traitement, voilà. Donc, c'est un sentiment très bizarre. Très bizarre de me dire que j'étais enceinte, alors je ne pouvais pas tomber enceinte, j'arrivais pas à être pleinement heureuse. Et puis, ça s'est soldé par un échec, vu que j'ai fait une fausse couche à 7 semaines de grossesse. Mais donc c'est là, long, déjà, parce qu'on a le temps de se projeter, un petit peu, mais bon, j'avais quand même souvent des douleurs, j'avais quelques pertes de sang, donc j'allais souvent voir le gynéco. Je sentais que ça n'allait pas tenir. Alors donc, du coup, il faut relancer. Ouais. Il faut tout relancer. Affreux. Donc, vous attendez à nouveau combien de mois avant de J'attends pas longtemps. On essaie de rebondir le plus rapidement possible, malgré la douleur, parce que ça a été vraiment la période la plus difficile de notre parcours. Il faut rebondir. Donc, je rappelle très rapidement la clinique. Comment vous choisissez la donneuse? Est-ce qu'on peut la choisir? Alors, on ne la choisit pas directement. Maintenant, nous avons dû envoyer des photos de moi, à partir de l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Pareil pour mon conjoint. Et en fait, il sélectionne une donneuse selon nos caractéristiques physiques, mais également selon notre parcours d'étudiant, etc., parcours scolaire. Donc,
C'est partout pareil? Non. Non. Comment vous avez voulu choisir? Vous avez pu choisir? Non, et Absolument pas non plus. absolument pas, non. Enfin, je sais que moi, je suis allée en Espagne, et la loi espagnole, pareil, est très, très stricte. Hein. C'est donneur anonyme. Voilà, la seule chose, c'est pareil, des photos de mon mari, de moi, et en fait, ils choisissent une donneuse qui nous Qui me ressemble. ressemble plus. Que moi, pas du tout. Alors, vous êtes allé où, vous? En République En tchèque République tchèque aussi, mais pas dans la même ville, quoi. Et pareil, pas de donneur. Enfin, moi, j'ai rien voulu demander. Ils m'ont proposé, est-ce que vous voulez une blonde, une brune, Et une pourquoi rousse? vous n'avez rien voulu demander? Parce que j'avais cette impression que plus j'allais être demandeuse, plus j'allais être chiante, tatillon, et moins j'aurais de chance. Enfin, c'était ça. C'était, allez, on laisse faire les choses. Pochette surprise. Pochette surprise un peu, entre guillemets, mais ouais. Et juste, comment ça se fait qu'il y ait moins d'attentes là-bas? Est-ce qu'on paie les femmes qui sont donneuses? Ben, C'est une histoire... il y a une rémunération, il y a une oui, c'est compensation financière, Ouais, bien sûr. tout simplement. Bon, donc vous partez là-bas. Ouais. C'est sur 8 jours. Donc du coup, le premier jour, c'est le temps de s'installer. Le deuxième jour, on vérifie mon endomètre, voir si mon utérus va bien, est prêt à recevoir des embryons. C'est également le jour du recueil donc des spermatozoïdes de mon conjoint. Et le jour également du recueil des ovocytes de la donneuse. On avait ponctionné 8 ovocytes sur la donneuse. 7 ont été Fécondés. fécondés, Ouais. tout à fait. Et ensuite, il y a 5 jours de mise en culture. Et au bout de 5 jours, Alors, moi, j'ai eu deux bons embryons. Les autres ne s'étaient pas développés correctement, avaient cessé leur évolution. donc on vous implante les deux? On m'implante les deux, tout à fait. On était un petit peu déçus du résultat. On pensait en avoir quand même un petit troisième qu'on pouvait garder congé là-bas au cas où on voulait une autre grossesse. Et donc, un petit peu déçus. Donc là, on vous implante les 2 embryons. Voilà. Je retourne en France le lendemain. Je reprends ma vie. Beaucoup d'angoisse pendant les 3 premiers mois, vu que c'est les 3 premiers mois où on a le plus de risques de fausse couche. D'autant plus que j'en avais vraiment fait une quelques mois auparavant. Difficile aussi parce que j'ai de nouveau eu des saignements. Je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est encore une nouvelle fausse couche. Et en fait, c'était un hématome qu'il fallait surveiller. Donc oui, très, très difficile. 3 mois durs, mais le reste de la grossesse s'est vraiment très bien passé. Ouais. Et vous avez gardé les 2? Non, un seul. Un seul. Ouais, un seul a tenu. Bon, vous nous raconterez la suite de la grossesse tout à l'heure. On va revenir à l'histoire de Ludivine. Alors, Ludivine, on était resté... On était restés, donc on m'annonce don d'ovocytes dans ce fameux centre. Donc, comme je disais, je m'effondre un peu, tout ça. C'est dur, il me faut du temps. On va pas se mentir, hein, notre couple en prend un coup quand même, parce que comme je disais, j'ai le sentiment qu'un jour il va me quitter. Il y a une distance qui s'installe entre vous? C'est moi qui mets une distance. Ouais. C'est pas lui, c'est moi surtout. Comme si vous vous prépariez à son départ. Je me dis, il va se trouver une minette de 20 ans, féconde et mince. Et voilà, et mince, parce qu'en Bien plus... sûr. Voilà. Et donc... Et puis là, il y a une rencontre. Oui. J'ai une cousine par alliance qui tombe enceinte par le biais d'une FIV, qui tombe enceinte de jumeaux auprès d'un professeur réputé sur Paris. Et ma tante me dit, tu sais ma fille, dans la vie, quand on veut un miracle, il faut s'adresser à Dieu, mais pas à ses saints. Voilà ce qu'elle me répond. Et elle me dit, va le voir. Bon, il se passe quand même... C'est une famille où on a le sens de la formule. Ouais. Et donc, il se passe à peu près, entre le moment où on m'annonce don d'ovocytes et que je vais voir ce professeur, il se passe à peu près quand même 6 bons mois, quoi. Où je suis dans le doute, où je regarde, je vais voir moi aussi sur les différents sites et que je vois des prix. En Espagne, pour moi, ça me paraît exorbitant. Et puis, je me sens perdue. Où je vais? Quelle clinique? Laquelle est la mieux? Enfin, ça, je me dis, je baragouine 3 mots d'anglais. Donc, je vais me retrouver... je me dis, mais où est-ce que je m'embarque et tout ça? Et vous allez voir ce professeur. Et je vais voir ce professeur. Et là, vous tombez sur un être humain... Un coup de cœur. Un coup de cœur. Chaleureux. Ah ouais, top. Enfin, j'arrive avec mon dossier, c'est le cas de le dire, c'est un pavé, parce que de tout ce que... Il prend le temps de regarder ce dossier. Il me dit oui, en effet, c'est pas forcément terrible au niveau des réserves ovariennes, tout ça. Bon, il me dit on va faire 2-3 examens et je vais savoir tout de suite si oui ou non vous devez subir un don d'ovocytes ou si on a encore des chances pour une FIV. Des examens qu'on vous avez déjà fait. Qu'on m'avait fait, mais il me les fait différemment. J'ai le souvenir, c'est pas les mêmes médicaments. Et puis, je le sens sûr de lui, quoi. Enfin,
Déjà, dès le premier rendez-vous, il me dit, si on doit passer par un don d'ovocytes, je peux vous conseiller une clinique en République tchèque. Voilà, alors je lui pose 2-3 questions. Je lui dis, mais moi, je parle pas tchèque. Enfin, c'est vrai que sur le coup, au point de vue logistique, enfin, on se pose des questions. Mais c'est pas un souci, il parle français. Ça, j'ai le souvenir aussi de lui avoir dit, moi, ma crainte, c'était, je me disais, mais j'ai pas envie qu'on aille bousiller le corps d'une gamine pour que moi, je devienne mère. J'avais cet aspect-là, quoi. Je me disais, je ne veux pas... Enfin, parce que j'avais vu des reportages en Ukraine ou je ne sais où, et ça paraissait glauque, ça paraissait triste, enfin, tout ça. Et moi, je lui disais... Et il me dit, mais non, vous inquiétez pas, je vous envoie pas. Enfin, j'imaginais un truc... Et donc, lui, j'avais le sentiment que je vais te tenir la main, je vais t'emmener, quoi. Il allait vous accompagner sur ce chemin-là. Exactement. Et donc, il confirme les mauvais résultats. Et la différence, c'est que je pleure, je sors en pleurant, mais heureuse. Enfin, il a les mots sur mes mots, en fait. C'est le cas de le dire, quoi. Et j'ai le souvenir, donc il me prépare, il me dit, on va faire ça. Donc, je prends mon premier rendez-vous auprès de cette fameuse clinique en République tchèque, à Brno. Et il me dit, je vais préparer votre corps. Donc, il me fait tout en amont, comme ça. Et avant de partir, le dernier rendez-vous que j'ai avec lui, il me regarde et il me dit... Allez, bonne chance. De toute façon, vous allez tomber enceinte, vous allez l'avoir, ce bébé. Et c'était la première fois que je sentais quelqu'un d'aussi affirmatif, quoi. Et en plus, tous les examens que je fais avec lui, mon corps réagit bien. À chaque fois que j'y vais, il me dit, c'est bon, vous avez... je crois que c'est l'endomètre qui doit faire une certaine épaisseur. C'est bon, vous êtes... En fait, il vous rassure, il vous fait des... Voilà. Il envisage les choses de manière positive. Exactement. Et votre conjoint? Ah ben, lui aussi. Hein. Lui, de toute façon, dès qu'il l'a rencontré aussi, pareil, tout de suite, il me dit, il est super. Il est top, il va nous aider. Lui aussi, Cyril aussi, quoi. Et donc, vous partez là-bas? Ouais. Donc... 3 mois avant, on va donc, dire. Même procédure. On vous fait des examens, on vous prépare votre corps, on vous fait un prélèvement, on féconde, même histoire. Pareil, moi. Et là, il y a combien d'ovocytes? Il y en a 11. 11. Donc c'est énorme. Pour moi, c'est pactole. C'est moi qui n'ai pas capable d'en faire un, on m'annonce que la donneuse on a 11, quoi. Sur les 11, il y en a 9 qui sont fécondés. Et à l'arrivée, il y en a 2 viables. 2 qui ont la bonne taille, 2 embryons qui ont la bonne taille adéquate et qui sont bien formés pour être implantés. On vous implante les 2? Non, on m'en implante qu'un seul. Parce qu'on m'explique qu'en fait, arrivé à un certain âge, on a plus de chance. Moi, j'en ai 37. Et on me dit que, en fait, on a plus de chances de faire une fausse couche à 5 mois quand on en implante 2 par rapport... c'est ce qu'on m'explique. On me dit non, on préfère un et on vous congèle le deuxième, quoi. Donc on se retrouve dans cette fameuse salle ça fait comme une salle de travail, quoi, ni plus ni moins. Et puis donc le docteur arrive et il m'implante cet embryon, quoi. Et il nous laisse 10 minutes tous les deux parce qu'il faut rester allongé pendant 10 minutes comme ça. Et on se regarde et on pleure, quoi. On est fous de joie. Et puis... Sans savoir si... Ah, mais je me dis, j'ai enfin... dans ma tête, sur le coup, j'ai enfin un bébé dans le ventre. Je me rappelle Cyril qui pleure aussi et qui sait que d'ici 10 minutes, quelqu'un va rentrer dans la pièce. Donc, qui essaye de se ressaisir, quoi. Qui se dit, je suis un bonhomme, je vais quand même pas... je vais pas pleurer devant les gens. Enfin bon, mais on est heureux, on se regarde. Et je me souviens, je ris et je pleure en même temps, quoi. Et j'ai l'image de l'échographie. Et en fait, juste avant de partir, il me dit, voyez, l'embryon est juste ici, tout ça. Et puis donc voilà. Et puis même le côté heureux, j'ai le souvenir après, derrière, de poser la main sur mon ventre. Et ça me semble légitime et je me dis que j'ai le droit cette fois-ci, qu'il y a quelqu'un. Donc vous rentrez, il vous faut faire preuve de patience, au moins 15 jours. 15 jours. Et puis qu'est-ce qui se passe le 14 février? 14 février, je fais ma prise de sang. Est-ce que vous aviez, avant les résultats, des signes de grossesse? Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors j'ai les seins, mal au sein, des choses comme ça, un effet de tiraillement et le nez. Toutes les odeurs. J'ai une copine comme ça, j'arrive, je vais la voir, la mère de ma filleule, et je lui dis, j'arrive, t'as mangé du curry toi hier? Elle me dit, bah oui, comment tu sais? Je dis, ah tu sens?
Elle me regarde, elle me dit, toi, t'es enceinte. C'est sûr, t'es enceinte, qu'elle me dit. Mais je me rappelle, ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'être un chien de chasse, quoi. Je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé en étant enceinte. C'est un signe. Ouais. C'est un signe assez classique, ça fait partie des signes sympathiques de grossesse. On va avoir, entre autres choses, alors ça peut justement arriver à des dégoûts alimentaires Pas tout de suite. assez importants, voilà, mais l'odeur du tabac en particulier, beaucoup de patients nous disent l'odeur du tabac froid est devenue quelque chose d'abominable, alors que je m'en accommode relativement bien, mais là c'est devenu insoutenable. Ouais. C'est assez classique. Et puis, donc, je fais ma prise de sang et je vais récupérer les fameux examens, le résultat, à la fameuse pharmacie où j'allais régulièrement. Et la pharmacienne en question arrive, ouvre le papier, donc on est un peu fébrile. Bon, elle me regarde et je vois elle me dit c'est bon. Et le temps qu'elle aille rechercher, parce qu'elle avait juste une copie, certainement que le labo avait dû lui envoyer le fax, le temps qu'elle aille me chercher l'original, je pleure. Enfin, je suis accrochée bientôt au comptoir de la pharmacie et je pleure. Et puis je vois les autres filles, les autres nanas de l'équipe, quoi, puis sur le coup, il y en a une qui prend comme ça et qui voit et qui dit... Enfin, et je sens dans leur regard la joie parce qu'elles m'ont vue pendant 5 ans me promener avec mes sacs arrivés, mes différentes piqûres, les différents ovules, les patchs, tout ça, quoi. Et on est plusieurs et elles me disent bon, bah, on va arrêter parce qu'on va pleurer aussi. Je contamine toute la pharmacie, quoi. Sauf que j'imagine qu'on doit avoir peur de le perdre, cet enfant, tout le temps. On doit être sous tension tout le temps. Eh ben, j'essaye de pas, justement. Là, j'ai la chance d'avoir passé le cap des 3 mois, depuis hier. Et je me disais, j'ai réussi, il n'y a pas de raison. Maintenant, on va aller jusqu'au bout des choses. Là où mon mari me dit sans arrêt, donc tant que je ne l'aurai pas dans les bras, voilà, rien ne sera sûr. Moi, je me dis si. Puis j'ai tellement peur, je me dis, je ne veux pas contaminer de stress mon enfant. On me dit qu'il y a toujours in utero, on peut donner en fait un stress à notre bébé ou des choses comme ça. Donc je me dis, non, je ne veux pas le contaminer, je ne veux pas mes angoisses, non, quoi, il ne faut pas. Et comment vous lui annoncez alors ? Je rentre à la maison, j'attends midi et j'appelle mon mari et je lui dis, Cyril, je suis enceinte, ça y est. Et lui, pareil, c'est pas vrai, enfin, t'es fou de joie. Et puis il me dit, moi, je raccroche parce que je vais pleurer sinon. et il me dit, bon, à ce soir. Et il rentre le soir et on est heureux, quoi. On se tombe dans les bras l'un de l'autre et on dit, ça y est, on a réussi. Emmanuel, on vous a laissé tout à l'heure avec pas beaucoup d'espoir d'avoir un enfant. Oui, excusez-moi, je suis encore tout dans son histoire. Je suis désolée. C'est sur mon petit... Non, mais je sens le petit nuage avec toi, donc c'est pour ça. Oui, donc je repars avec ma liste de cliniques. Et donc, 1 an se passe parce que voilà, c'était pas... Enfin, voilà. Donc, pas de don d'ovocytes envisageable. Oui, puis moi, c'était le côté payé pour avoir un enfant. Ça me gênait psychologiquement. Ouais. Enfin, voilà, je voulais pas faire le commerce d'un bébé. Pour moi, un bébé, c'était le fruit de l'amour. C'était pas un fruit de l'argent. Et puis, donc, de nouveau, 1 an se passe. Donc, j'avais 44 ans. Et puis, un fameux mois d'avril, mon mari fait un infarctus. Donc très jeune. Hein. Oui, très jeune, mais il a des antécédents dans sa famille. Et là, donc, panique à bord. C'est-à-dire que je voulais pas le laisser partir comme ça. Enfin, j'imaginais plus vivre ma vie sans lui et je voulais qu'il me reste quelque chose de lui, autre chose que des photos ou que des costumes ou des chaussures. Il a récupéré quand même ou il a eu des séquelles ? Ah non, il a plus rien du tout maintenant. Il n'y a eu aucun problème. Il a été très bien pris en charge. Sauf que ça change votre manière de voir les choses. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas... Enfin, que mon patrimoine génétique, quelque part, je m'en fichais royalement. Que c'était un petit bout de lui que je voulais. Et donc, en fait, il a fait son infarctus au mois d'avril. J'ai dû appeler la clinique en Espagne. Alors, pourquoi l'Espagne ? Moi, c'est parce que je suis claustrophobe et que j'ai peur en avion. Et donc, j'ai pris la clinique où il y avait moins d'heures d'avion. Et donc, même processus pour vous. Vous partez en Espagne. L'insémination, l'implantation a eu lieu au mois de septembre. Et puis, donc 15 jours. Mais c'est pareil, en fait, moi, je suis partie dans cette démarche, j'y croyais pas. Parce que moi, par contre, je regardais sur Internet et je voyais toutes ces femmes qui me mettaient des années de souffrance, des nombreux essais et que ça marchait pas. Et je me disais, mais pourquoi moi, ça marcherait ? Enfin, j'ai rien de plus d'exceptionnel qu'elle. Donc voilà. Mais par contre, je me disais, on aura tout essayé. On pourra plus tard rien se reprocher et rien regretter. Et comment vous découvrez que vous êtes enceinte ?
Alors moi, je devais faire ma prise de sang le lundi matin, donc il y avait encore 2 jours à attendre. Et Vous j'avais aviez des signes physiques? aucun symptôme. Donc je me rappelle, c'était un vendredi après-midi, je poussais le caddie et je vois dans le rayon pharmacie du supermarché test de grossesse. Je mets ça dans le caddie discrètement, je passe à la caisse et tout, et je fais le test de grossesse. Et là, il y a une petite deuxième ligne très discrète qui apparaît. Je me dis quand même, c'est bizarre. Je fonce à la pharmacie, j'achète un vrai test de grossesse. Je reviens à la maison, là je patiente jusqu'au lendemain matin, j'attends les premières urines du matin, mais toute seule, sans en parler à mon mari, parce que je voulais pas lui donner de faux joie. Et là, enceinte. Et là, je suis restée pendant 1 heure avec mon test de grossesse dans les mains, en disant c'est pas possible. Et vous lui en avez parlé, là? Non. J'ai attendu la prise de sang. Ouais. Parce que c'est pareil, test de grossesse, on se dit, on sait jamais, fausse joie, etc. Donc la prise de sang s'avère positive. Prise de sang Et positive. qu'est-ce qui se passe après psychologiquement? Panique parce que oui, parce qu'en fait je m'étais pas posé toutes les fameuses questions de dans 2 mois je serai enceinte, etc. Parce qu'en fait je n'y croyais pas. Donc du coup, d'un seul coup, je me trouve trop vieille. Je me dis mais quand il aura 20 ans, j'aurai 65 ans. Le pauvre, avoir une vieille maman. Enfin, mais vraiment, je me pose des problèmes monstrueux. Alors que bon, honnêtement, à l'âge que j'ai, parti comme ça, il faut que je bosse au moins jusqu'à 70 ans. Donc vraiment, vraiment grosse panique. J'en parle pas du tout à mon mari, qui lui, comme le tien, c'est-à-dire qu'en fait, il se surprotège. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il l'avait pas dans les bras, ce bébé n'existait pas. Bon, j'ai réussi à le soudoyer quand il a commencé à faire des petits coups de pied dans le ventre et qu'il voyait mon ventre se déformer. Là, j'ai vu la petite larme qui est arrivée, mais sinon, il faisait l'homme fort et dur. Et puis, j'ai été presque à 2 doigts de faire une interruption de grossesse. Ah bon? Vous êtes allée jusque-là? Dans ma tête, oui. C'est-à-dire que vous avez tout fait physiquement, du bricolage, machin, des activités? Disons qu'en fait, on m'a toujours dit qu'une fois que c'est accroché, que c'est une grossesse normale. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Je bricole, je jardine. À l'époque, je travaillais dans les chevaux, donc c'est physique. Et puis bon, on a toujours ces grosses bêtes à côté de nous. Et je me faisais un point d'honneur de rien changer dans ma vie. Parce que je ne voulais pas je me considérais pas comme étant fragile. Donc ce bébé résiste à tout. À tout. La grossesse Même à la se passe ponceuse. bien. L'accouchement? Accouchement, alors en fait, on avait programmé une césarienne parce que suite aux opérations de mon utérus, ils avaient peur que les contractions de l'accouchement fassent tout craquer. Donc, ils programment une césarienne pour début juin. Et en fait, mon petit bonhomme, il a dit non. Moi, je veux venir avant, il fait super beau. Et pareil, c'est-à-dire que 5 jours après mon congé maternité, pour une fois, je me reposais, j'écoutais tout le monde. Donc, j'étais sur mon canapé et je pensais partir faire du shopping. Et là, au moment de me lever, j'ai perdu les os. Mon chéri en déplacement, ma meilleure amie qui m'avait dit « T'arrive quoi que ce soit, je suis juste à 5 minutes, t'inquiète pas », qui était coincée dans les embouteillages à plus de 70 km. Donc, mais pareil, pas de panique. Parce que comme toi, je m'étais dit, une fois qu'il sera accroché, il sera là et ça ira jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'est quelque chose que je sentais. Donc, vous êtes allée quand même à la clinique, vous avez fait une césarienne? Césarienne en urgence parce qu'il y a une contraction qui a été plus forte que les autres et le cœur du bébé a très fortement ralenti. Et là, j'ai vu dans les yeux des sages-femmes qui ont déboulé dans ma chambre en 4e vitesse que c'était pas forcément très cool. Donc là, je me suis dit, mais j'ai pas fait tout ça pour que ça s'arrête maintenant. Et petit bonhomme est arrivé, donc il avait 1 mois d'avance. Normalement, ils peuvent ne pas respirer tout seuls, ils peuvent ne pas faire leur glycémie tout seuls, ne pas faire leur température interne tout seul. Mais mon petit bébé, qui était un warrior depuis le début, il a tout fait comme un grand. Et, alors oui, il était plus petit que les autres, mais je me suis retrouvée dans les services des bébés normaux, quoi. Alors, soulagement parce qu'il ressemble à son papa. Oui. Ça a été important pour vous. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon mari en petit à côté de moi. J'ai mon mini-homme, quoi. Alors, vous mettez du temps à développer ce qu'on appelle l'instinct maternel. Au début, c'est plutôt technique, le lien que vous avez avec lui. Vous le protégez, vous occupez de lui avec amour et beaucoup de soins. Mais le lien ne s'établit pas tout de suite. Comment vous l'expliquez, ça? En fait... c'est assez bizarre, mais quand je le prenais dans mes bras, je ne reconnaissais pas son odeur. C'est-à-dire que c'était pas... Voilà, mon mari a une odeur, ma maison, quand je rentre dans ma maison, elle a une odeur, mes animaux ont une odeur, enfin voilà, qui m'appartiennent. Et l'odeur de ce bébé, je ne la reconnaissais pas.
Et il n'y a que maintenant où il a 11 mois, je le reconnais, enfin, j'en suis pas super fière parce que bon, tout le monde dit « Ah, mais si, l'instinct maternel… » Enfin, voilà, moi j'ai très longtemps travaillé dans la protection animale, donc j'ai souvent eu des animaux faibles, malades, abandonnés à m'occuper. Et en fait, je faisais ça avec mon fils. C'est-à-dire que, oui, quand il avait mal au ventre, j'avais mal pour lui, mais c'était pas mes tripes qui vibraient. Ces situations de problèmes relationnels mère-enfant avec des instincts maternels qui ne sont pas aussi évidents que ce que dans les légendes on nous le raconte, sont sans doute beaucoup plus fréquents que ce qu'on veut bien le dire, mais les femmes n'en parlent pas, ça se fait pas. Socialement, dans une réunion, on va pas dire... Moi, j'ai eu du mal au début avec mon gamin, il me revenait pas tant que ça, c'était pas une évidence. Ça peut pas se dire, c'est pas poli de le dire, c'est pas classique. Ce qui est curieux, c'est que, par exemple, tout ce qui était les soins à lui apporter, les gestes, les mouvements, le fait de le prendre, etc., tout ça était inné. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être ça l'instinct maternel. Mais en fait, c'était émotionnel, quoi. C'était pas... C'est aussi un mode de protection, sans doute, de par le fait que vous y avez pas cru au départ. C'est une autoprotection. Voilà, c'est une protection. En fait, ça n'existe pas vraiment. Ouais, c'est ça. Je pense. Vous avez beaucoup réfléchi à ces questions, sur qu'est-ce qu'on transmet, est-ce qu'en portant un enfant... Donc, vous avez réfléchi à l'épigénétique. J'avais jamais entendu ce terme. Oui, moi Qu'est-ce que c'est auparavant, c'est le fait, en fait, que la maman influence l'expression des gènes. De par, justement, comme je disais tout à l'heure, notre environnement, notre alimentation, notre mode de vie, si on a des dépendances ou non, si on est donc, stressé ça veut dire qu'on transmet à travers le ventre, en portant son bébé, des éléments qui vont conditionner... Oui, disons qu'on ouvre et on ferme des gènes. Par exemple, imaginons l'embryon de mon fils, s'il avait été transféré dans le ventre de la donneuse, donc on parle du même embryon, donc le même ovule et le même spermatozoïde, elle aurait vécu sa grossesse différemment, elle a un autre mode de vie que moi, il serait ressorti différemment. Moi, mon petit garçon est blond aux yeux bleus, il aurait très bien pu ressortir brun aux yeux marrons. C'est assez incroyable quand même. Sylvain, là-dessus. Alors, l'épigénétique, c'est un domaine absolument passionnant. C'est l'expression, c'est-à-dire l'influence sur le phénotype, c'est-à-dire l'apparence, de l'environnement, au sens large du terme. La maman et le reste aussi, l'alimentation, etc., etc. L'influence sur l'expression des gènes de l'environnement. On a tous un capital. Mais de là aller jusqu'aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Alors, on ouvre et on ferme. Dans la nature, on a des exemples d'épigénétique qui sont même encore plus importants. À titre d'exemple, chez les hyménoptères, les œufs sont tous les mêmes. Les fourmis, les abeilles, la reine va pondre un œuf. Chez les abeilles, en fonction de l'alimentation qui va être donnée à l'œuf, ça fera une reine ou ça fera une ouvrière. La différence entre la reine et l'ouvrière chez l'abeille est absolument gigantesque. Ce sont stricto sensu les mêmes œufs au départ. Chez certaines tortues, en fonction des événements extérieurs, en particulier de la température, ça fera un mâle ou ça fera une femelle. Donc vous vous rendez compte à quel point le patrimoine génétique est identique au départ et simplement l'environnement de température, d'alimentation, donc de la maman a fortiori, va pouvoir influencer le phénotype, c'est-à-dire l'apparence. Les renards aussi, selon l'endroit où va naître le renard, il aura un pelage blanc, et là on rejoint un petit peu plus les yeux, etc. etc. Il aura un pelage blanc ou il aura un pelage roux, en fonction de l'environnement. Son patrimoine génétique est identique par ailleurs. Incroyable. Alors, qu'est-ce que votre fils a de vous, par exemple? De moi, pour l'instant, je ne sais pas trop. Il ressemble physiquement beaucoup à son papa aussi. Après, de moi, écoutez, on verra par la suite. C'est vrai qu'à 7 mois, c'est encore un tout petit bout, donc je ne me rends pas trop compte pour l'instant. On verra bien avec le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mon bébé à 200%, très clairement, quoi. Je l'ai porté, il a grandi en moi, voilà, c'est mon bébé. Par rapport à l'instinct maternel, est-ce que vous aussi vous êtes protégée de ça, de cette émotion? Alors j'ai eu peur en étant enceinte, en effet, de faire un déni.
de me dire, bah, le voilà, mais c'est pas mon fils, je n'en veux pas. Et non, pas du tout. Hein. J'ai accouché, je l'ai tout de suite aimé et ça a été tout de suite très, très fusionnel. Pas tout à fait comme toi. Vous posez ces questions-là? Non, je le porte, donc il est à moi. Non, mais c'est ça, c'est que dans ma tête, je me dis, je le porte, il est à moi, quoi. C'est mon enfant. Et comment vous allez leur en parler? Est-ce que vous allez leur raconter leur histoire à vos enfants? Et comment vous allez le faire? Vous êtes déjà... Bah, déjà, moi, en l'allaitant, je lui ai déjà raconté son histoire. Bon, il n'a rien compris, hein, mais c'était plus pour me décharger. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas sûr qu'il ait rien compris. Et oui, c'est je pense que, Quand même, bon, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a déchargée quand même. J'avais un point en main de lui avoir dit. Et il y a des livres aussi qui existent sur le fait d'expliquer le don d'ovocytes, le don de spermatozoïdes, le don de gamètes en général aux enfants. Le fait que maman, elle n'a pas pu avoir d'œuf, du coup une petite fée est arrivée, a donné un œuf à maman. Voilà, c'est très bien expliqué, c'est très ludique. Ouais, il faut très tôt dire les choses. J'ai le souvenir de cette dame qui avait dit de son enfant, qui disait à sa petite fille, maman a eu besoin d'une graine pour... Et c'est une dame qui lui a donné cette graine et qu'apparemment sa petite fille disait, quand les gens apportaient des fleurs, la petite fille disait non maman, elle n'a pas la main verte ou un truc comme ça, quoi. Et je pense que tout petit, il faut, parce que plus on va attendre et plus c'est difficile. Je pense que les secrets de famille, ça, même si l'enfant n'est pas au courant, ça le bouffe de l'intérieur, je pense quand même, et qu'il ne faut rien cacher. Ça, c'est clair. Ouais. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis, il faut mieux qu'ils l'apprennent de notre bouche, plutôt qu'un jour, parce qu'on a une maladie et qu'on a besoin d'une greffe, et que là, on soit obligé de lui dire non, c'est pas moi ta mère. Enfin, j'imagine le bouleversement. Un deuxième enfant? Oui, j'aimerais bien. Vous pensez? Ouais. Dans 1 an, j'aimerais bien y retourner. Donc là, pour le coup, je dois refaire toutes les démarches. Et malheureusement, pas comme toi, un embryon qui m'attend là-bas. Mais bon, ça vaut le coup, ouais. Et vous? Non. Emmanuel? Trop vieille. Une question d'âge. Alors, on va avoir votre petit Lino qui va nous rejoindre. Oh, le voilà. Bonjour. Tu as une très jolie coupe de cheveux. Façon footballeur. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vos parcours? Je veux avant tout faire connaître le don d'ovocytes qui est encore trop méconnu en France par rapport à d'autres pays justement européens. Ça, c'est important pour moi. Vraiment communiquer plus là-dessus et donner de l'espoir aux futures mamans, aux couples qui ont des difficultés à devenir parents, qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Emmanuel, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce long parcours? C'est qu'il faut continuer à y croire et il ne faut pas hésiter à aller consulter plusieurs spécialistes. Après, si tous s'accordent à dire la même chose, d'accord, mais vous voyez, moi, j'aurais pas perdu autant de temps. Quand on voit une petite merveille comme ça. Et vous? Moi, c'est pareil. Je me dis que on a bien fait d'aller jusqu'au bout, de pas toutes les solutions qu'on nous a proposées, de les avoir prises et d'avoir été jusqu'au bout des choses. Parce que si ça n'avait pas fonctionné, au moins, je pense qu'on peut faire une part de deuil en se disant « j'ai tout tenté, j'ai tout essayé ». Et il faut se donner les moyens et que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. C'est dur, il y a des moments de doute, il y a des moments où c'est difficile, mais ça vaut le coup. Alors, vos parcours ont été des illustrations de concrétisation de l'espoir, justement. Aujourd'hui, en France, des centres de procréation luttent contre l'infertilité des hommes et des femmes. Grâce à une équipe médicale bien rodée, comme celle que vous avez pu rencontrer, peuvent aujourd'hui réaliser donc leur rêve, comme le vôtre, celui d'avoir un enfant. Alors, notre équipe est allée découvrir à Rouen un de ces centres qui offre un espoir à des millions de couples. Et je vous propose justement de regarder le reportage. Un SECOS, c'est un centre dans lequel il y a des cliniciens, gynécologues, endocrinologues, il y a des biologistes. Et toute l'équipe s'organise, met en œuvre le don de spermatozoïdes par exemple, le don d'ovocytes, et puis tout ce qui permet de préserver potentiellement la fertilité de l'homme ou de la femme.
Les sécos en France ont plus de 40 ans d'existence puisque le premier a été créé en 1973. Ici, on est dans notre zone dite de stockage des échantillons congelés qui sont conservés dans ces containers, à l'intérieur desquels il y a de l'azote liquide à moins 196 degrés. On a peut-être une centaine d'ovocytes la destinée aux dons conservés puisque notre centre a débuté quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, le résultat de la fécondation in vitro? Ça a plutôt bien fonctionné. Ah oui, là, il se divise vraiment Il y a bien. de belles divisions. Oui. Pour la mise en œuvre du don d'ovocytes, la première des choses, c'est qu'il faut que l'on puisse avoir des candidates, donc des femmes qui sont volontaires pour donner leurs ovocytes, de façon à ce que ces ovocytes soient utilisés par des couples au sein desquels eh bien, la femme n'a plus d'ovocytes ou plus suffisamment d'ovocytes pour pouvoir concevoir spontanément. Là, on a le début de la fécondation embryonnaire avec les deux patrimoines génétiques, maternel et paternel. Et puis, on regardait un petit peu la cinétique, les mouvements de division, on va dire, de ces cellules pour choisir le meilleur embryon avant un transfert. Le choix embryonnaire est effectivement un choix très, très important pour optimiser les chances de grossesse de nos couples. Au niveau national, en ce qui concerne les couples en demande, donc il y a, je pense, environ près de 1000 couples qui sont en demande de dons d'ovocytes. C'est des couples qui, dans la majorité des cas, ont eu des parcours longs, très longs. Je voulais parler de cette dame qui envisage d'être candidate, qui va être donneuse. Elle est née en 85, donc elle a 32 ans, donc ça c'est bon. Elle a déjà 3 enfants. Dans le parcours d'infertilité, ce sont des couples qui sont très souvent en souffrance parce que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils essayent d'obtenir une grossesse. Ils ne sont pas malades, donc leur entourage a parfois du mal à comprendre leur souffrance et ils n'ont pas de réponse et pas de certitude sur le fait qu'on va y arriver et quand est-ce qu'on va y arriver. Bonjour monsieur. J'ai posé votre femme la semaine dernière. Il y a des couples pour qui c'est vraiment difficile et qui ont d'abord besoin d'accepter l'idée qu'ils vont devoir faire appel à un don d'ovocytes. Donc on est là pour essayer de les rassurer sans pour autant leur promettre la lune. En 2014, il y a eu 800 dons réalisés, c'est-à-dire que c'est 800 couples qui ont pu bénéficier d'ovocytes provenant de donneuses. Oh, c'est beau, ces images. Alors, on va saluer nos dénicheurs, Aude, Luc et Céline. Bonjour, merci d'être là. J'imagine que vous les avez fréquentés, ces centres. Il y en a combien, Luc, en France? Il y en a 23 maintenant. 23. Centre d'études de conservation des œufs et du sperme. Voilà. Et en fait, dans chacun d'entre eux, alors chacun d'entre eux est rattaché à un CHU, un centre hospitalier universitaire, et à l'intérieur, il y a toute une équipe avec des médecins, des psychologues, des généticiens, et un centre de cryobiologie qui congèle en fait. Oui, les ovules et le sperme. Donc alors, Luc, on a vu que le premier sécos est apparu en 1973. En fait, auparavant, dans les années 50, il y avait bien des couples infertiles qui pouvaient, dans certains labos ou dans certains centres hospitaliers, on pouvait étudier en fait ce qui ne fonctionnait pas. Il y a eu quelques inséminations artificielles, mais intraconjugales, en fait. Mais il y avait quand même de nombreux couples qui n'arrivaient pas du tout à avoir d'enfants. Et c'est ce constat qu'a fait le professeur Georges David, qui est un obstétricien de renom, en fait, et qui s'est dit qu'il fallait créer, justement, ces centres, ces sécos. Et à partir... Alors là, bien sûr, dans ces sécos, on traitait surtout d'infertilité masculine. On avait des dons de sperme et on étudiait ce qui ne pouvait ne pas fonctionner dans le sperme des hommes. Et c'est effectivement à partir de 2015, n'est-ce pas Sylvain, que des femmes ont pu donner leurs ovocytes. Il y a une nouveauté actuellement, puisqu'en 2015, des femmes n'ayant pas encore eu d'enfants peuvent donner. Ça ouvre le don à des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Et là, il y a une information qui doit être importante, enfin qui doit être entendue. Mesdames,
allez donner, puisqu'actuellement, vous pourrez dans ce cas-là bénéficier d'une cryoconservation d'ovocytes à laquelle vous n'avez pas le droit si ce n'est pas dans un contexte de don, sauf à aller à l'étranger. Ça, c'est la Donc ça, congélation en de France, l'ovocyte. Non, mais exactement. ça peut être intéressant. C'est très, très pour toutes intéressant. les femmes qui aujourd'hui privilégient leur carrière et qui, Exactement. hélas, deviennent moins fertiles en vieillissant et ne font des enfants que plus tard. Donc ça peut être une motivation à aller donner ces Eh ovocytes. bien, si, mesdames, vous aviez, il y a moins de 20 ans, pu donner vos ovocytes et les congeler, vous ne seriez peut-être pas passé par un don d'ovocytes, vous auriez eu des ovocytes en stock, entre guillemets, qui vous auraient permis de pallier à cette insuffisance ovarienne. Donc, pour toutes les femmes qui écoutent cette émission, gardez en tête qu'actuellement, si vous donnez en n'ayant pas eu d'enfant, vous avez accès à une conservation ovarienne d'ovules qui vous servira peut-être dans quelques années. On ne connaît pas l'avenir. Alors, grâce à ces sécos, il y a combien d'enfants qui sont nés? Eh bien, depuis 44 ans, il y a déjà eu 50 000 bébés qui sont nés grâce au sécos. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Mais la demande aujourd'hui est bien plus importante que l'offre. Aujourd'hui, on estime qu'il faut attendre 1 à 2 ans pour pouvoir bénéficier d'un don de sperme. Et au moins 2 ans pour pouvoir bénéficier d'un don d'ovocytes. Alors, pourquoi c'est si long? C'est si long tout simplement par manque d'informations. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui en France qu'il y a 1 femme sur 2 qui ne sait pas qu'elle peut donner ses ovocytes. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 dons d'ovocytes par an et on estime qu'il en faudrait 900. Mais c'est très lourd quand même de donner ces ovocytes. Ah oui, c'est pas simple, hein, Voilà. c'est sûr. Mais bon. Alors, Ça il peut faut répondre à quelles conditions? Il faut être majeur? Alors, ne donne pas qui veut. Il faut être majeur, il faut avoir moins de 37 ans et il faut être en bonne santé. Et après, pour bénéficier d'un don d'ovocytes, il faut ne pas arriver à fabriquer des ovocytes, il faut ne pas être porteur d'une malformation. C'est ça? En fait, ça va s'adresser, le fait de recevoir un ovocyte en France, on va s'adresser à 2 patientes différentes. D'une part, l'insuffisance ovarienne, c'est-à-dire une patiente qui n'arrive plus à produire ses propres ovocytes, ou le risque de transmission d'une maladie génétique grave, Ouais, voilà. Turner, mucoviscidose, etc. C'est-à-dire des patientes qui vont dire « je préfère que ce soit un don d'ovocytes dans la mesure où mon ovocyte à moi serait contaminé d'une maladie génétique et je ne veux pas transmettre cette maladie génétique ». Donc c'est pas mal. On va aborder avec Aude ce dont on a parlé tout à l'heure, cette histoire de congélation d'ovocytes. Hein. C'est un nouveau phénomène. Oui. Je crois que Lino ça suscite des débats éthiques et Lino n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec ça. Alors la congélation d'ovocytes, c'est un phénomène qui est de plus en plus courant dans le monde. On en parle assez peu en France, c'est assez méconnu et vous allez le voir, on va en parler tout à l'heure. La France est un cas particulier en la matière. Voilà, assez globalement, quand une femme souhaite congeler ses ovocytes, c'est que elle ne se sent pas prête à avoir un enfant. Souvent, elles ont entre 30 et 35 ans, ces femmes, et elles veulent en fait reporter l'échéance. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent la congélation de leurs ovocytes. Ensuite, quand elles se sentent prêtes au moment opportun, on les décongèle, on pratique par la suite une fécondation in vitro, et puis on réimplante les ovules dans l'utérus de la future maman. Mais n'importe qui peut faire ça? Est-ce qu'il y a des conditions? Parce que j'imagine que ça, c'est une démarche qu'on fait, par exemple, si on doit subir un traitement pour une maladie lourde, en France, une c'est le cas. Oui. En France, et la France est vraiment un cas particulier, on peut congeler ses ovocytes pour des raisons médicales, et uniquement médicales. Justement, quand on va avoir... Sauf dans le cas où on donne des ovocytes et où on est récompensé, et c'est un peu la seule récompense en ça réalité. peut être une sacrée motivation. Voilà, parce qu'on n'est pas en France, on n'est pas payé pour le faire, pour donner ses ovocytes, contrairement à plein d'autres pays, mais en revanche, on a cette opportunité de pouvoir congeler. On peut prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire que l'occasion de congeler des ovocytes, si jamais on estime qu'on en aura peut-être besoin un jour, uniquement pour raisons personnelles, pas pour raisons sanitaires. Oui, parce qu'on a envie de faire un enfant plus tard. On peut, au décours de cette conservation, en profiter pour donner des ovocytes. On peut prendre le problème à l'envers. Oui, bien sûr, ça peut être une manière. Si j'ai envie de congeler certains de mes ovocytes, je vais donc en profiter en même temps pour en donner quelques-uns à des femmes qui en ont besoin. Alors, en tout cas, donc ça, c'est en France, en sachant que c'est pas une méthode infaillible. C'est pas parce que vous congelez vos ovocytes que vous serez forcément fertile lorsqu'on vous les réimplantera. On va arrêter le temps
pour certains des ovocytes, puisque le vieillissement de l'ovocyte se fait au fil des années dans l'ovaire. Le stock d'ovocytes est fait et va subir les affres des années au fur et à mesure. On va donc arrêter le temps à travers la congélation. Malheureusement, on n'arrête pas, par exemple, le temps qui peut être néfaste pour d'autres organes. Typiquement, l'utérus qui, par exemple, au bout de certaines années, peut ne plus arriver à accepter un bébé. Mais 64% le taux de réussite, justement, de ce genre de pratique. Mais la congélation n'endommage pas du tout l'ovocyte. La congélation peut endommager l'ovocyte actuellement relativement peu, dans la mesure où on va trier à la décongélation ceux qui sont exploitables ou pas. Est-ce que ça a un coût de faire congeler ces ovocytes? En France, ça coûte entre 2 500 et 3 000 euros, avec une partie qui est remboursée par la Sécurité sociale. Mais sauf si on donne, sauf si on en donne. Alors, ça, c'est un cas particulier, hein, le cas du don. Voilà, là, c'est gratuit. Mais si vous devez subir, par exemple, un traitement de chimiothérapie qui pourrait remettre en question votre fertilité, c'est pris en charge partiellement, 1 500 euros environ, alors que ça coûte 2 500 à 3 000 euros. Donc ça a un coût. Et aux États-Unis, par exemple, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Parce que dans tous les autres pays, en Europe notamment, que ce soit en Italie, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, dans ces pays-là, on peut, sans avoir besoin de donner des ovocytes, congeler ces ovocytes par confiance personnelle. Voilà, exactement, parce qu'on a envie de faire des enfants plus tard. Et donc, je sais que de nombreuses femmes françaises vont en Belgique, par exemple, ou en Espagne, parce que là-bas, on peut se faire réimplanter ces ovules jusqu'à 47 ans pour la Belgique et jusqu'à 50 ans pour l'Espagne. Mais dans ces cas-là, ils sont congelés là-bas, ils restent là-bas. Ils sont congelés là-bas et ils restent là-bas. Et... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la loi en France? Est-ce que vous pensez qu'on est en retard par rapport à nos voisins européens ou au contraire que sur le plan éthique, on a plus réfléchi à ces questions-là? Si on parle simplement sur le plan fonctionnel, on est en retard, puisque... alors, c'est un sujet compliqué et très polémique. On est en retard puisqu'on n'arrive pas à fournir la demande par les donneuses. Donc, il faut... Je sais que les plusieurs responsables de centres Sécos ont appelé nos dirigeants à trouver une solution, pourquoi pas la rémunération, à condition qu'elle soit extrêmement régulée. Par exemple, la rémunération en Espagne, ça ne peut pas devenir un business. Il y a, de mémoire, c'est à peu près 1 000 euros au maximum 2 fois dans l'année et au grand maximum 6 fois dans une vie. Donc, on ne peut pas arriver à un système, pour les lois de l'Espagne en tout cas. Ce qui a été évoqué, c'est que dans certains autres pays d'Europe, on pourrait avoir des dérives. Il va falloir trouver, si on souhaite répondre à la demande, il va falloir adapter l'offre. L'offre actuellement est insuffisante. On a 500 dons par an. Mais peut-être aussi ce qu'il va falloir... Par désinformation. Mais alors, il va falloir peut-être communiquer aussi là-dessus, parce que une femme sur 2 ne sait pas qu'elle peut donner. Et puis il y a des campagnes pour donner son sang, alors qu'on ne voit pas de campagne, on n'a pas de pub sur le don de On a eu en 2015 quand même. Un petit peu. Alors, aux États-Unis, petit focus particulier sur les États-Unis. Alors, aux États-Unis, certaines entreprises, depuis 2 ans, aident leurs employées féminines et les financent pour qu'elles puissent congeler leurs ovocytes. Alors, ça se passe dans la Silicon Valley, par exemple Apple ou Facebook, voilà, les grandes entreprises comme ça. C'est justement pour leur permettre d'être opérationnelles le plus longtemps possible. Alors officiellement, c'est pour que les femmes aient les mêmes opportunités de carrière, qu'elles puissent choisir entre qu'elles n'aient pas à choisir justement entre leur carrière et le fait d'avoir un bébé. Mais on a tous bien compris quelle était l'idée. Fantastique, grand capital. Alors, autre initiative qui a retenu ton attention au Japon. Oui, alors au Japon, une ville dans la banlieue de Tokyo a décidé, pour inciter les femmes à procréer davantage, elle a pris en charge à hauteur de 80% le coût d'une congélation d'ovocytes pour toutes les femmes âgées de 25 à 34 ans. Donc, cette municipalité a proposé à toutes ces résidentes âgées de 25 à 34 ans de congeler leurs ovocytes. Alors, elles n'ont que 20% à payer. Ça représente quand même 700 000 euros. L'équivalent de 700 000 euros pour cette municipalité. Mais il faut savoir que le Japon a l'un des taux de natalité le plus bas au monde et qu'on estime que voilà, d'ici 2050, le Japon va compter 15% de population en moins. Donc c'est une politique de natalité finalement, et ils ont choisi justement la congélation d'ovocytes pour se repeupler. Et pour conclure, un petit sondage.
Oui, alors là, on revient en France. Une femme sur 5 en France, aujourd'hui âgée de 30 à 45 ans, estime qu'elle pourrait faire congeler ses ovocytes. En tout cas, est intéressée par l'idée de faire congeler ses ovocytes. Donc, on voit bien quand même que on commence à en parler, ça commence à entrer dans les mentalités. Évidemment, il y a tout un débat éthique autour de cette question, mais les Françaises commencent à se tourner aussi vers cette idée-là. Et Céline, qui a 4 enfants. C'est une question qui m'a traversé l'esprit, et à mon conjoint aussi d'ailleurs. Et justement, le parallèle là, c'est avec le sujet dont je vais vous parler, c'est l'anonymat. Parce que Sécos le dit très justement, pour les centres, il y avait une grande crainte sur cet anonymat des donneurs pendant très longtemps. Et moi, je vais vous parler d'une association qui s'appelle PM Anonyme. Et cette association fait du lobbying justement pour transformer un petit peu cet anonymat pour qu'il soit vous, ce qui vous a refroidi, c'est cet anonyme et ton conjoint, c'est cet anonymat-là. Vous l'auriez fait si ça n'avait pas été anonyme? Si en tout cas, il y avait eu une possibilité pour l'enfant d'avoir la connaissance de son géniteur à un moment donné. En Angleterre, c'est possible. C'est possible. C'est la question des origines, mais voilà, c'est très personnel, là, ce que je vous dis, mais cette question des origines, pour moi, elle est malgré tout centrale. Alors que c'est pas du tout, c'est complètement indépendant du lien affectif du papa, de la maman, qui sont les personnes qui ont porté et élevé cet enfant. Donc, c'est vraiment la notion de géniteur. D'où on vient? C'est quoi son origine? Et donc, il y a une association? Oui, il y a vraiment une association qui s'appelle PM Anonyme qui se bat pour sensibiliser les législateurs, les professionnels de la santé et les pouvoirs publics sur la question de l'anonymat. Donc c'est vraiment une association qui pose cette question-là. Elle existe depuis 2004. Elle a été créée par un médecin spécialiste de la procréation médicalement assistée, qui est le docteur Pauline Tiberghien. C'est une toute petite association dans laquelle on trouve et des parents qui vont faire appel à la PMA et qui se posent cette question des origines, et des anciens donneurs, et puis des enfants qui sont issus d'une procréation médicalement assistée. Il y a un chiffre étonnant quand même, il n'y aurait que 10% seulement des enfants. Oui. 10% seulement des enfants issus de PMA sont au courant qu'ils sont nés grâce à un don de gamètes, d'un don de sperme, d'un don de... C'est étonnant parce que par exemple, les 3 mamans qui sont là ici présentes ne se posent même pas la question. Pour vous, c'est une évidence que vos enfants... que vous allez alerter vos enfants, enfin en parler bien sûr sur leur histoire, sur leur conception, c'est incroyable. Et par contre, c'est vrai que par rapport à l'anonymat, le seul truc qui me fait peur, entre guillemets, autant je me pose pas la question, ça sera mon enfant, autant je me dis peut-être qu'un jour mon enfant plus tard se regardera dans la glace en se disant mais ce nez, c'est pas le nez de papa. Alors, c'est le nez de la donneuse, ses yeux, enfin, les yeux, le nez, la bouche, la forme du visage. Et c'est la seule crainte pour moi j'ai peur pour lui que plus tard, il se pose ces questions-là. Moi, j'ai une fille, son nez, c'est pas le mien. Non plus. Enfin, bon, moi, c'était la seule chose que je me posais comme question. Oui, c'est dans médical. C'est exactement, ça fait partie des questions. Parce que, par exemple, cet hiver, il a fait une bronchiolite. Oui. Et le médecin, première question, est-ce que dans votre famille, vous avez des antécédents d'asthme? Ça, c'est vrai que c'est moi, ça. Mon mari, on sait que non, mais... La donneuse, vous ne savez pas. C'est la question des antécédents familiaux. Voilà. Enfin, moi, c'est sous antécédents médicaux. Médicaux, familiaux. Et en fait, j'ai écrit à la clinique qui m'a tout de suite envoyé un petit mail en me disant non, alors il n'y a pas de cas d'asthme dans ces... Ah oui, on peut quand même vous informer, au niveau médicament. Elle n'a pas d'allergie. Alors, pareil, j'ai demandé, parce qu'il me dit il n'a pas d'allergie aux antibiotiques. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va être, entre guillemets, obligé de leur dire parce que c'est tout le temps. C'est sans arrêt qu'on est ramené aux origines. Alors, le but de cette association, Céline, c'est de sensibiliser et c'est de donner la parole finalement aux enfants qui peuvent se poser des questions. C'est un tout petit chiffre parce qu'en effet, sur 10%, il n'y a qu'une petite partie de ces enfants-là pour qui leurs origines est un problème. Donc ça reste un petit phénomène. Mais pareil pour des donneurs. J'ai le président de cette association
qui lui a été est issu d'un don de sperme, donc issu d'un centre, qui lui a été papa. Et au moment où il a été papa, il s'est posé, alors qu'il s'était jamais posé la question avant, il s'est posé la question de ses origines et il aurait souhaité simplement connaître son géniteur ou en tout cas savoir à quoi il ressemblait et qui il était. Donc lui, il est président de cette association pour ça. On a aussi le cas, par exemple, de Victoire qui, elle, a 23 ans. Elle a appris à 18 ans, ses parents lui ont dit que son papa était stérile, qu'elle avait été une petite fille issue d'un don de sperme. Elle et ses 2 sœurs. Et ça a été pour elle un choc terrible. Oui, parce que c'est tard, en effet. C'est pour ça qu'on se dit qu'on ne veut pas... Mais les mentalités évoluent certainement aussi là-dessus. Hein. Oui, mais c'est ça. Envie de garder le secret qu'on avait envie de le faire. C'est ça. Et cette association, le secret, c'est compliqué. En fait, cette association milite pour la possibilité, en tout cas, que si un enfant recherche son donneur, que le donneur puisse être averti. Et après, libre choix à lui de prendre contact ou d'accepter ou pas. Idem, sur les antécédents familiaux, l'association aimerait pouvoir élargir les informations qui peuvent être communiquées aux parents. Donc c'est vraiment un combat plus d'information que même de choix. C'est vraiment alerter l'opinion publique sur cette question de l'anonymat qui est centrale et qui peut freiner parfois des donneurs ou freiner des couples. Oui, parce que la question se pose aussi pour les donneurs. Exactement. Ce que vous disiez tout à l'heure, en ce qui vous concerne. Exactement. Un des éléments qui est évoqué pour la carence de donneurs en Angleterre, alors qu'il y a une rémunération en Angleterre, c'est par contre l'absence d'anonymat. Comme quoi, c'est assez amusant, c'est qu'en fait, les Anglais nous expliquent qu'ils sont en carence de donneurs, non pas faute de rémunération, faute de prise en charge, faute de publicité, mais faute d'anonymat. Les gens ne veulent pas, en Angleterre du moins, la carence serait attribuée au fait qu'une femme n'a pas forcément envie, 15 ans après, de voir un enfant arriver dans sa vie en disant « Écoute, je suis de toi, je suis de toi, maintenant on va se rencontrer ». Et ça pourrait avoir une implication sur le nombre de dons. Exactement. Oui, il y a eu en effet, dans beaucoup de pays, des études qui montraient ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel et c'est un sujet qui est très complexe et très compliqué à gérer. Alors, on pourrait imaginer un système à 2 vitesses. Légalement, éthiquement, ce serait très compliqué. On pourrait imaginer d'un côté un système, parce qu'on parlait de dans quelle mesure quelqu'un qui vient, on aborde des sujets éthiques un peu compliqués là, quelqu'un qui vient avec une donneuse n'a pas une priorité. On pourrait imaginer un système avec tous les biais et les travers que ça pourrait représenter, donc potentiellement très dangereux. Un système anonyme si vous n'avez pas de donneur, ou un système avec un donneur dont on connaît le donneur. S'en suivraient des problèmes potentiels de rémunération, etc., qui seraient très compliqués. Bénéficier de l'ovocyte du donneur que vous connaissez. Exactement. Avec la problématique de à quel moment s'arrête la liberté de choix de don et à quel moment ça pourrait être très compliqué. Mais éthiquement parlant, il y a des gens qui ont évoqué cette possibilité. Ça existe à l'étranger, ça ? Alors, en Belgique, on a les femmes ont la possibilité de bénéficier d'un don d'ovocytes nominatif et aussi de la grossesse portée par autrui. C'est très, très, très compliqué éthiquement. C'est très, très compliqué. Oui, parce que je pense, admettons une sœur qui fait un don. Oui. À quel moment la barrière pour... c'est pas ton enfant. Enfin, vous voyez le côté sur l'éducation, sur les choses comme ça. Dans mes patientes, j'ai un exemple d'une femme que j'avais opérée à plusieurs reprises. Malheureusement, on n'a jamais réussi à obtenir de grossesse. Elle-même ayant un problème, par contre, non pas d'ovocytes, mais d'utérus. Un utérus qui était très, très abîmé et qui n'a pas réussi à accepter d'enfant. Et il y a eu, par sa sœur, le port d'une grossesse par autrui. On en a discuté plusieurs fois. C'est-à-dire que sa sœur a porté un bébé fécondé avec un don d'ovocytes ? Oui. Non, avec son ovocyte. On a prélevé l'ovocyte de cette femme qu'on a fécondée, on l'a implanté dans sa sœur pour qu'elle le porte, puisqu'elle ne pouvait pas le porter. Mais pareil pour les couples homosexuels, c'est fait avec le sperme du mari de... Compliqué. Et c'est autorisé en France de faire ça ? Non. Ah bon, d'accord. Non, c'est pas en France. Je me demandais si c'était autorisé en France, ça m'étonnait. C'est un parcours juridique terrible. C'est justement, j'en discutais avec elle, je l'ai revue il y a quelques semaines, et elle me dit on est dans une bataille juridique extraordinaire pour arriver à... C'est une sorte d'adoption, en fait. C'est une sorte d'adoption avec un parcours juridique très compliqué. Parce qu'on le voit, la GPA aux États-Unis, les Français
c'est qu'ils viennent, qui font un système de GPA. Elle m'a dit qu'elle était prise, je ne connais pas la partie technique particulièrement, mais elle est prise dans un embrouillamini juridique compliqué. Est-ce que vous pensez que la loi est susceptible d'évoluer en France ? Seul le fou ne change pas d'avis. On pourra imaginer que sous la pression, ne serait-ce qu'un problème de pression financière, on a actuellement de nombreuses femmes qui sont prises en charge pour des démarches de dons d'ovocytes à l'étranger, qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Oui, une partie a été remboursée par Voilà. la sécurité. Donc nous, on fait en tant que médecin, on fait un document disant je valide le fait que cette femme-là a besoin d'un don d'ovocytes. Malheureusement, les délais en France ne sont pas compatibles avec une prise en charge pour cette patiente-là. Elle va donc partir à l'étranger. On va donc rémunérer cette prise en charge. En parlant crûment, ça fait quand même un peu râler de payer, que notre société, que l'argent public soit dédié à la prise en charge de femmes qui vont aller dépenser tout cet argent-là à l'étranger, alors qu'on a toutes les structures, on a tout pour les prendre en charge en France, juste il nous manque quelques ovocytes. C'est un petit peu râlant. Et d'autant plus que du coup, on l'accepte. C'est juste qu'on n'accepte pas, c'est un petit peu hypocrite, si j'ose dire. On accepte que ce soit fait, c'est officialisé, la Sécu le rembourse, mais pas chez nous quand même. Donc mesdames, donnez quoi. Mesdames, celles qui peuvent. Moi, je peux encore 37 ans. Oui, tu peux. 37 ans, Ce qui est je vais intéressant congeler en même temps. C'est ce sujet dont on ne parle pas suffisamment, cette histoire de don d'ovocytes. Et c'est vrai que si on peut encourager aujourd'hui quelques vocations, peut-être en vous motivant, en vous disant que vous pouvez comme ça congeler vos ovocytes et devenir mère un peu plus tard, pour privilégier peut-être une carrière avant. Ludivine, on va vous souhaiter une très jolie fin de grossesse. Donnez-nous des nouvelles. Vous savez ce que vous attendez ? On est sûr à 90%. Je dis rien là parce que. D'accord, mais 90%, comme dit mon mari, il y a encore 10% de chance. Ça restera entre nous. On ira rien. Tu les as là. C'est-à-dire que moi aussi, ça devait être une fille et jusqu'à 90%. Ah oui, d'accord. Et puis voilà. Bon, très bien. Merci d'être venu témoigner sur ce sujet. Merci à nos dénicheurs et à Sylvain. Merci à vous tous de votre fidélité. Bon après-midi sur France 2. Tout de suite, c'est Stéphane Bern. Au revoir, merci. Les invités que nous recevrons lundi ont eu un destin exceptionnel. Ces deux hommes aux multiples facettes ont su prendre leur vie en main pour faire de leur parcours une success story. C'est pas facile de monter une entreprise de manière générale, et encore moins quand on a arrêté l'école à 14 ans. Fils de bonne famille, Henri est un élève brillant, promis à une belle carrière dans la finance. Mais un jour, il décide de tout plaquer. Je gagne plus que mon père en fin de carrière, et pourtant, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Et là, je tombe sur un livre sur la prière. Je lis ce livre et je me dis, bon, il faut que je donne ma démission. Devenu moine, Henri se retrouve seul face à lui-même et est en proie à de sérieux doutes. Alors, on se lève à 3h30 du matin, jamais de vacances, jamais de week-end. Vous êtes confiné à peu près 5 heures par jour. Là, je me dis, je suis en train peut-être de tout gâcher. Adrien, véritable cancre à l'école, commence à travailler dès ses 14 ans dans le milieu du cinéma et de la télévision. Après quelques années de petits boulots, le jeune homme tourne en rond. J'ai fait des clips, des pubs, des courts-métrages, des plateaux photos. Je me suis éclaté, mais en même temps, j'étais en décalage. Avec des amis, Adrien va avoir une idée de génie qui fera de lui, quelques années plus tard, un homme riche. Mais à l'époque, personne ne croit en lui. Tous mes proches me mettent des bâtons dans les roues, ont peur. Ma mère passait sa vie à me dire « il faut que tu trouves un boulot, il faut que tu ailles bosser ». Et je dis « mais t'as pas compris, je vais peut-être me péter la tronche, mais je veux que ce projet existe ».